Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, bienvenue à vous, émission de référence tous les jours de 16h à 18h. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, dernier de la semaine du Grand Forum en ce vendredi 5 novembre. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2, voici le programme. On aura un invité assez exceptionnel tout à l'heure. Pourquoi exceptionnel ? Parce que le livre qu'il vient de nous présenter est né ici dans les studios de France Maghreb 2 à la suite d'une discussion avec justement notre Gamal qui est là. Et on va en parler dans un instant. C'est Arnaud Lacheret qui sera avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Il est bien docteur en sciences politiques, hein. Voilà, associate également professeur arabian du côté de Bahreïn, et il vient nous présenter son nouveau livre, Femme musulmane cadre, une intégration à la française. Une idée donc, comme je le disais, qui est née ici dans ces studios. Il était venu nous présenter son livre précédent il y a un an, jour pour jour. Et l'idée de ce livre est née ici à la suite d'une discussion avec nos chroniqueurs. Comme quoi, tout peut arriver. On parlera de Zemmour. Z comme Zemmour. Oui, doit-on débattre avec lui ? C'est la question que je vous pose franchement aujourd'hui. Parce que voilà, les avis sont assez partagés entre ceux qui disent, sur Twitter notamment, on ne débat pas avec lui, c'est ceci, c'est cela. Et puis à ceux qui pensent qu'effectivement, il faut peut-être lui apporter la contradiction et le mettre face à ses âneries. Voilà, pour être poli, voilà. Et puis on parlera d'un sujet aussi épineux, la tension palpable et qui monte encore d'un cran avec ce qui s'est passé cette semaine. C'était d'ailleurs lundi dernier, le 1er novembre, 3 Algériens tués et l'Algérie qui accuse le Maroc. L'Algérie qui décide de saisir l'ONU et différentes organisations. On verra un petit peu si peut-être Israël est un peu dans l'ombre de tout cela. La question en tout cas est posée, elle est sur la table et on en reparlera ensemble et avec vous et en toute tranquillité et de manière dépassionnée, c'est important. Soyez les bienvenus, c'est le Grand Forum, ça commence maintenant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et c'est à 16h précise si les auditeurs sont à l'heure. C'est pas le cas de tous les chroniqueurs et c'est bien ça qui est dommage, à l'exception de Gamal Abina qui est là. Bonjour mon Gamal. Bonjour. Comment ça va mon Gamal ? Ça va très bien et toi ? Alors l'invité qu'on recevra tout à l'heure, que tu étais là d'ailleurs ce jour-là, qui était venu nous présenter son livre précédent. Et l'idée de ce livre qu'il vient nous présenter, Femme musulmane cadre, une intégration à la française, est née ici à la suite d'une discussion d'ailleurs je crois avec toi. Absolument, c'est moi qui lui ai fait remarquer qui a eu un saut qualitatif extraordinaire compte tenu du fait que les parents, pour la plupart de ses fils d'immigrés, étaient analphabètes et que la revanche prise par les parents, c'est de dire aux enfants « battez-vous, soyez bons à l'école », même s'ils ne savaient pas ce qu'était l'école, mais ils avaient bien compris que c'était un moyen d'émancipation. Et effectivement, en une génération, on est passé de fils d'analphabètes à cadres supérieurs, chefs d'entreprise, médecins, avocats et autres. Donc tous ces titres-là, qui sont des titres qui pèsent quand même, c'est une progression qui n'a jamais été observée dans l'histoire de l'humanité, il faut être très clair là-dessus. En général, on a une progression lente. Là, c'est vraiment un saut qualitatif extraordinaire qu'on a tendance à oublier. Ça fait débat et c'est effectivement dans le Grand Forum le quiz. On va attendre que nos amis arrivent parce que je vais faire un quiz tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On est d'accord, hein, mon cher Gamal. Ça fait débat et c'est dans le LGF, c'est maintenant. Alors c'est une affaire qui a été révélée par Envoyé spécial, le magazine de France 2 hier soir. On y apprend en effet qu'il y a un gynécologue qui est accusé de viol. Et qui, malgré cela, ça fait quand même pas mal de temps que ça existe, eh bien il continue d'exercer. Je vous propose d'écouter un extrait de ce reportage et on en parle ensemble. À tout de suite. Le 2 octobre dernier, une manifestation interpelle la direction de l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement de la capitale. Des dizaines de personnes demandent la démission d'un grand professeur de l'établissement. Bonjour, je m'appelle Émile Daraille, je suis professeur en gynécologie obstétrique à l'hôpital Tenon. Émile Daraille est chirurgien. Un professeur spécialiste de l'endométriose, une maladie gynécologique qui concerne une femme sur 10 en France. Ces dernières semaines, 3 patientes, dont une mineure, ont porté plainte contre lui pour viol. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Il lui est reproché des gestes gynécologiques qu'il aurait effectués sans le consentement des patientes. Des pratiques qui ont choqué plusieurs internes en médecine qui accompagnaient le professeur pendant les examens. Si on regarde la définition du mot viol, j'ai assisté à un viol. Et quand j'en parle au chef de ce que j'ai vu,
c'est un silence total en fait. J'étais avec 2 chefs, elles disent rien, elles passent complètement à autre chose. Donc là, pour aller un peu plus loin, je décide d'en parler à ma faculté, notamment à quelqu'un qui fait un peu l'interface entre les étudiants, les médecins, l'administration, et je lui raconte ce que j'ai vu. Et on me dit non mais ça on le sait depuis longtemps, on peut rien faire. Voilà. Depuis plusieurs années, l'hôpital recevait des courriers de patientes se plaignant des pratiques du docteur Daraï. Martin Hirsch, directeur général de la PHP, le reconnaît dans ce courriel adressé à ses équipes le 8 octobre 2021. 7 réclamations avaient été reçues au cours des 7 dernières années. Cette femme est la première à avoir alerté. Après une opération, elle est venue consulter le professeur Daraï en 2014. Elle dénonce la brutalité d'un examen intime, pratiqué selon elle sans son consentement. Il annonce, et maintenant on va passer au toucher rectal. Et là tout de suite, je dis ah non, c'est hors de question. J'exprime très clairement le fait que je ne suis pas d'accord. D'un coup, il enfonce vraiment 2 doigts. Je me sens coupé de part en part. J'ai toutes mes sutures qui explosent. Je sens encore aujourd'hui dans mon corps, je sens encore le crrr que j'ai senti littéralement. C'est-à-dire que c'est pas des touchés rectaux, j'en ai eu plein avant, j'en ai eu plein depuis. Des touchés vaginaux aussi, parfois les 2 en même temps parce qu'il faut toucher les lésions. Je me laisse faire, il n'y a pas de souci. Ce qui s'est passé là n'est pas un geste médical normal. C'est un geste d'une brutalité sauvage, barbare. Contacté via son avocat, Émile Daraï a refusé nos demandes d'interview. Il clame son innocence. La PHP a ouvert une enquête interne le 20 septembre dernier. Le médecin a été démis de sa fonction de chef de service. Fin octobre, il consultait toujours à l'hôpital Tenon. Incroyable cette histoire, Gamal, de ce docteur, professeur qui continue d'exercer, bien qu'il y ait des plaintes pour viol qui soient déposées contre lui. Ça paraît hallucinant quand même. Bah déjà, c'est pas un docteur, c'est un professeur, donc c'est oui. beaucoup plus haut que le docteur. Oui, bien sûr, absolument. Il était chef de service, bon, il a été démis de ses fonctions en tant que chef de service. Il enseigne et il a une expertise. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui compte, et dans la solidarité de caste qu'on voit dans les métiers, hein, comme avocat, médecin ou autre, en règle générale, on a tendance à taire ce genre de dérive, malheureusement. C'est observé, ça faisait longtemps que ça traînait, cette histoire. Les méthodes étaient dénoncées par des témoins directs. Le problème de ce monsieur, c'est que d'abord... Il est spécialisé dans une maladie, l'endométriose, qui est une maladie très difficile à gérer parce qu'on l'a toujours très douloureuse pour les femmes. Douloureuse, niée littéralement, c'est quasiment presque une maladie orpheline, alors que c'est 1 sur 10 qui subit ça, et c'est vraiment très compliqué. Donc quand on va avoir un professeur qui est censé être expert en la matière, on lui fait confiance. Et le problème, c'est que lui, il doit avoir des problèmes psychologiques sévères, hein, quand même, parce que exercer une profession comme celle-là, on peut se poser des questions. Moi, j'ai envie de dire une chose encore pour rajouter à la polémique, si on peut rajouter une, c'est qu'il y a des femmes qui refusent d'aller voir des hommes pour ce genre d'examen. Et je le comprends, c'est délicat. Et on leur fait le procès souvent, d'ailleurs, des femmes musulmanes qu'on met en avant, mais c'est pas nécessairement des femmes musulmanes. On leur fait le procès de ça, mais je les comprends. Hein. C'est quand même une intimité qui est quand même violée, hein, littéralement. Et quand on accepte de s'ouvrir à quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh bien, il faut une sacrée confiance, et il faut surtout se dire que la personne n'a peut-être pas de vice dans la tête. Et là, en substance, on constate que ce monsieur est pétri de vices. Donc c'est un vrai problème qui se pose, et moi je pense que comme pour les viols des femmes, devrait s'adresser à les femmes au commissariat, je pense qu'il devrait y avoir plus de professeurs femmes dans ces domaines-là pour aider les femmes quand elles ont des difficultés. Oui, absolument. D'ailleurs, ça peut faire l'objet d'un débat, ça, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent et ça revient souvent sur la table, notamment de la part de la fachosphère, qui, pour attaquer les musulmans, justement parle de ce genre de pratique, ou plutôt de choix pour ces femmes qui veulent être auscultées pour la partie intime par des hommes. Et ça peut se comprendre, encore une fois. Et voilà, on nous vend que c'est les hommes qui décident à la place des femmes et qu'ils veulent absolument pas que leurs femmes puissent être accouchées par un homme, etc. Enfin, il y a toute cette polémique qui apparaît, Gamal, mais franchement, ça relève d'un choix personnel. Je veux dire, on a le choix aujourd'hui d'aller voir
un gynécologue femme ou homme. Voilà. Le truc, c'est que moi, je me mets à la place d'une femme, hein, clairement. Je veux dire, on sait très bien qu'un homme, il est mu par des pulsions très souvent, alors qu'il soit ou pas professionnel. Ça va, on n'est pas des animaux non plus. Hein. Non, mais quoi qu'il en soit, il peut être mu par des pulsions, c'est indiscutable. On peut pas revenir là-dessus. Quand on va à la plage, par exemple, qu'il y a une femme qui a la poitrine à l'air, tous les hypocrites qui font semblant de pas voir, ils me font rigoler. Je veux dire, évidemment. Tu fais comme moi, tu fermes les yeux, mon vieux. Voilà. Toi, t'as la chance tu de les faire détournes ton longtemps, regard. Non, moi je les pose. Plus sérieusement, mais pose et dépose. Mais plus sérieusement, non. Le truc, c'est de se dire que le rapport à la nudité et surtout le rapport à la sexualité est un rapport qui n'est pas anodin. Donc, quand une femme va confier son corps, littéralement, et ça concerne une intimité très forte, c'est pas à moitié, c'est pas dans la pénombre, c'est en pleine lumière. À un homme, c'est un choix qui est difficile, et je le comprends. Mais c'est le même rapport que dire que les femmes refusent des salles de sport mixtes. Évidemment, la salle de sport, en règle générale, c'est la salle de la drague. Et tous les mecs sont là en train de faire les beaux, de bomber leurs muscles en même temps de draguer les filles. Donc elles ont le marre de ça. Elles veulent faire en connaissance de cause, le mec. Hein. Je parle surtout en connaissance d'expérience parce que j'ai jamais vu les salles de sport. Et franchement, je vais même pas balancer un rappeur que j'ai connu à l'époque qui était dans une salle de sport avant d'être connu. Hein, mais bon, il faisait toujours le beau, il était ridicule. Et le problème, c'est que ça agaçait prodigieusement les femmes. Et je le comprends parce que quand elles viennent pour une activité qui est saine au départ, elles se retrouvent chosifiées, elles se retrouvent considérées comme des objets sexuels et elles en ont marre. Donc c'est vrai qu'elles réclament des salles de sport séparément. Mais je parle des femmes. Comme les piscines aussi, hein. Comme les piscines, c'est pareil. Mais je parle des femmes, pas les femmes musulmanes, parce que cette façon de racialiser ou d'ethniciser le débat est une arnaque. Les femmes, très souvent, sont violentées en France, malheureusement, comme dans le reste du monde d'ailleurs, et essaient de trouver des moyens pour essayer d'éviter ce genre de problème. Ensuite, évidemment, là, on parle d'une intimité encore plus profonde. C'est quand même difficile de supporter d'être mise à nu comme ça, et un type qui se comporte comme ça, on n'en parle même pas. C'est un malade mental, faut le reconnaître. Ouais, c'est ça. Les piscines, d'ailleurs, c'est bizarre qu'on parle que des musulmanes pour le coup, parce qu'il y a du côté de Sarcelles, je sais, et à d'autres endroits aussi, il y a des communautés juives, des femmes juives qui veulent avoir leur créneau et ça pose aucun problème. Le problème, c'est la dictature de la pensée. C'est-à-dire que les bien-pensants vous expliquent, les femmes, topless à la plage, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est une évolution de la société qui va dans la chosification et dans l'obsession de l'image. Ce n'est pas normal parce qu'il y a un siècle, les femmes ne se mettaient pas nues à la plage ou quasiment nues. Ensuite, c'est pas que moi j'ai aucun problème avec l'idée qu'une femme soit topless. Je dis qu'une femme qui veut se montrer nue, elle fait ce qu'elle veut, et celle qui veut se couvrir, elle fait ce qu'elle veut, parce que dans un système qu'on prétend être démocratique, où les garanties des libertés sont assurées, on est en train de donner des ordres à des gens pour leur dire ne soyez pas tels que vous êtes, soyez tels que nous voulons que vous soyez. Là, ça devient du totalitarisme. J'utilise le terme à dessein. Ouais. Alors, il y a quand même une problématique, c'est que dans tous ces débats où l'on parle des femmes et notamment de ce qu'elles peuvent ou pas mettre sur la tête, je pensais là au foulard, qui a encore fait discussion cette semaine avec le Conseil de l'Europe qui a retiré sous la pression de la France sa campagne de liberté pour le hijab, c'est que c'est souvent des hommes qui parlent à leur place, quoi. Ça devient fatigant, quoi. La société est misogyne, faut pas se raconter l'histoire. C'est pas parce qu'on est en Occident que c'est meilleur, c'est pas vrai. Hein. Quand il y a une femme qui meurt tous les 2 jours, ça s'appelle de la sauvagerie et de la misogynie. La société est misogyne et la société est directive. Les femmes sont déconsidérées dans le monde entier et en France pas moins qu'ailleurs. Quand on pense, par exemple, dans les conseils d'administration qu'il n'y a pas de femmes, quand on pense qu'elles ont 20 à 30% de moins dans le salaire, ce qui est intolérable. D'ailleurs, elles travaillent gratuitement depuis 2 jours, là. Hein. Absolument, c'est bien de l'avoir rappelé, effectivement, on a eu l'occasion d'en discuter il y a pas longtemps. Elles travaillent gratuitement depuis 2 jours, pourquoi? Parce que à salaire égal, elles ont une durée de travail qui est plus longue. Ou alors, simplement, elles sont moins bien payées. Donc, pour faire simple, quand un pays prône tous les droits de l'homme avec un grand H, il a tendance à plutôt mettre les droits de l'homme avec le petit H. C'est-à-dire que c'est le masculin qui l'emporte, toujours d'ailleurs, même dans l'orthographe d'ailleurs, ça en dit long. Donc il faut vraiment penser en termes de débat simple, c'est de se dire comment peut-on imposer à des gens une pudeur ou une impudeur? Dans un cas comme dans l'autre, c'est intolérable. Et là, en l'occurrence, quand des femmes veulent pas aller dans une piscine parce que elles ont le marre d'être reluquées comme si c'était des objets sexuels, la chosification dont je viens de parler, c'est une chose qui est très grave et je comprends qu'elles en aient marre et qu'elles s'isolent. C'est une forme de protection parce qu'elles veulent nager, elles veulent pas se faire brancher. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2, c'est le LGF, le grand forum avec Gamal Abina qui sera rejoint par Soraya Rachedi, par Tarek Mami et par Farid Temsamani qui sont tous les 3 en retard. Je suis prévenu pour une, les 2 autres non. Il sera avec nous, il s'appelle Arnaud Lacheret sur France Maghreb 2 pour venir nous présenter son livre qui est né ici à la suite d'une discussion. Le livre s'appelle Femmes musulmanes, cadre une intégration à la française. Et il sera avec nous tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. On se retrouve dans un instant avec le quiz et j'espère une adversaire ou un adversaire pour Gamal. On l'espère. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en ce vendredi. Gamal Abina est avec nous, bien sûr, rejoint
à petite dose là aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Par Tarek Mami. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Que fait Gamal aujourd'hui? D'habitude, il s'appelle le lundi. Ouais, bah il est là. Il s'invite le vendredi aussi. Il a le droit. Hein, voilà. Ah non, je sais pas s'il a le droit, mais d'habitude si, c'est Gamal. Gamal Abina, c'est lundi. Hein. Oui, bon, mon Gamal. Ouais, t'as un adversaire pour le quiz là maintenant. Ah, mais là je m'inquiète. On attendait quand même. Ça, c'est un adversaire, c'est pas rigolo. Ouais. Soraya Rachedis arrive aussi, et donc aussi notre ami Farid Tabsamani qui m'a dit je vais essayer d'être à l'heure. Plus un invité, ça fait 5 intervenants, donc 3 minutes par personne. Je voudrais pas dire, mais c'est l'Algérien qui est à l'heure. Hein. Le Tunisien et le Marocain, c'est limite. Hein. Oui. C'est vrai. Ouais, Soraya Rachedi, algérienne, donc je serais toi. Voilà. Il y en a encore qui vivent en France avec une carte d'identité française et qui parlent d'algérien, de tunisien, de désolé, ma carte est algérienne. Hein, je suis désolé. Je peux la montrer, je suis algérien avant d'être français. Ah bah, donc vous restez dans la case de là-bas et vous laissez la case des autres ici. Non, mais je maintiens, hein, algérien, c'est pour la vie. Hein. C'est comme le Marocain, hein. Il est binational tout le temps. Hein. Il n'y a pas de négociation. Oui, c'est pareil pour l'israélien d'ailleurs. Oui, mais ça, voilà. Il vient de vous critiquer. Il fait monter le Maroc. Voilà, il vous fait. C'est quoi ces Marocains? Jamais à l'heure. Voilà. Ah. Farid Tabsamani, 16h précise, on a dit. Oui, mais 16h enfin. Ça va, mon Farid. Sois le bienvenu, mon Farid. Installe-toi tranquillement. Effectivement, alors on recevra un invité, Tarek en a parlé, qui viendra nous présenter un livre qui est né ici, je le rappelle. Il est né ici à la suite d'une discussion avec Abina, justement. Absolument. Hein, et le livre s'appelle Femmes musulmanes cadres, une intégration à la française. Arnaud Lacheret sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2. Farid Tabsamani, comment ça va, mon Farid? Très bien, toi, désolé pour le retard. Oui. On n'a rien vu, les auditeurs n'ont rien vu. Je vais décrire Farid pour le coup. Il a une sorte de veste, dans une matière que je ne connais pas. De couleur, ça vient vers le bordeaux rouge, saumon plutôt, saumon. Ouais. Avec une chemise saumon, c'est vraiment la grande classe, Farid. Hein. Ouais. Ah, merci, c'est gentil. Bordeaux clair, quoi. Ouais, une sorte de bordeaux clair. Ah, quelqu'un l'apporte. Voilà, et ben voilà, ça finit toujours par arriver, les amis, hein, sur France Maghreb 2, le LGF, tous les jours, dès 16h précises. On est là avec vous pour débattre des différentes actualités, et je vous rappelle un peu le programme. On parlera de Zemmour, parce qu'il faut qu'on en parle. Faut-il ou pas débattre avec lui? La question vous est posée et on en débattra ensemble avec vous au 01 40 33 9000. Et puis autre sujet aussi, tension palpable qui monte entre l'Algérie et le Maroc avec 3 ressortissants algériens qui ont été tués lundi dernier. L'Algérie accuse le Maroc d'être derrière cet assassinat et pour le coup saisit l'ONU et différentes organisations. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être Israël dans l'ombre de tout cela? On y reviendra aussi tout cela de manière dépassionnée et objectivement pour en parler ensemble, bien sûr, sur France Maghreb 2. Bon, tout le monde est là? Oui. Tout le monde est là, c'est parfait. Gamal Abina, Farid Tabsamani et Tarek Mami. Soraya Rachedi. Je suis là aussi. Comment ça va, ma Soso? Ça va bien et toi? Toi, tu viens tellement peu rarement que t'as oublié que c'était 16h, hein, c'est ça? Non, c'est la reprise des transports, c'est compliqué. Oui, bien sûr, les transports ont toujours. Ça, c'est l'excuse à 2 balles, pardon. De toute façon, c'est toujours la faute à quelqu'un. Voilà. Et bah, tout le monde est là, c'est parti. C'est pas moi, c'est l'autre. Pour le quiz. Le quiz. C'est pas moi, c'est l'autre. Le quiz, Soraya Rachedi, Gamal Abina, Farid Tabsamani, Tarek Mami, c'est parti pour ma première question, attention. Quelle femme devient pour la première fois professeure de la Sorbonne en 1906? Marie Curie. Marie Curie. Bonne réponse. Marie Curie. Deuxième question. D'origine polonaise, faut le préciser. Française. Polonaise. Le polonium, c'est la Pologne, désolé. Un enfant de quel âge a été interpellé au volant d'une voiture volée après une course avec la police? Ça se passe dans le Nord. 8 ans. Je dirais 10 ans. Bonne réponse, Abina. Bonne réponse. C'est où con? Parce que nous, les faits divers, on les suit pas. On suit la police. Ça s'appelle un coup de peau, ça. Il va être convoqué devant le juge pour enfants. Les faits divers. Non, mais 10 ans, vous vous rendez compte? 10 ans, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, c'est où et quand? Ça se passe dans le Nord et c'était dans la semaine. Dans le Nord. C'est où? Dans le Nord. Vers Lille, par là. Et ça s'est passé cette semaine. Voilà. Incroyable. Moi, j'ai vu le train qui a tué 3. Oui, ça c'est autre chose. Ouais, voilà, dans le globe direct. Voilà. Ah bah, ça, c'est de la politique. C'est 3 migrants près de Calais ont été tués par un TER parce qu'ils longeaient le chemin de fer et le chauffeur les a pas vus.
Dans quelle grande ville de France des immeubles se sont effondrés, causant la mort de 8 personnes? Est-ce que Noailles et Marseille? Exactement. Noailles et Marseille? À Marseille, dans le quartier de Noailles, C'est d'avoir effectivement. des questions joyeuses. Le fait divers, Des questions, il peut gagner au moins. Bonne réponse. Bon, elle est pas joyeuse non plus celle-ci. Quelle comédienne française a révélé, pour la première fois d'ailleurs, son combat contre le cancer? Une comédienne. En quelle année? Quand, quelle année? Maintenant. Oui, elle vient de le faire. Elle vient de le faire. Elle dit qu'elle est atteinte du cancer et que c'est un combat qu'elle mène. Et de. Marion Cotillard, je sais pas. Non, c'est pas Marion Cotillard. Et elle déclare de toute la vérité et de donner la vérité est déjà une forme de guérison, a-t-elle dit. Son prénom peut être un fruit. Clémentine. Ah, Clémentine. Oui. Clémentine. Autant, Non, mais non, c'est pas une comédienne. Célarié. Célarié, bonne réponse. J'ai eu le prénom, hein, donc j'ai un demi-point. Clémentine Célarié, donc qui est atteinte d'un cancer. Et Celle qui a attaqué il y a 20 ans le sida en embrassant quelqu'un. Le sida, absolument. Le sida en disant ça se transmet pas comme ça. Par la salive, absolument. On lui souhaite bonne guérison. Ouais. Effectivement. Et on souhaite bonne santé à tous les autres qu'on a cités. Oui. Qui ne sont pas malades. Je cherche un ancien footballeur français né en 1963. Copain. Papin. Papin. Non. Et c'est une bonne réponse. Jean-Pierre Papin. Bon anniversaire à Jean-Pierre Papin. Là, c'est la classe. Je cherche un cuisinier français né dans l'Aveyron en 1977. Ils sont tous nés dans l'Aveyron. Un quoi? Un cuisinier français qui a un restaurant d'ailleurs à Paris. Je sais pas si c'est Bocuse? Non, ça, c'est à il Marseille, est à la ça. télé sur M6. Ah, comment il s'appelle, le grand, là? Il rigole tout le temps avec... Il est- Celui qui a été viré? Si, comment Non, il il n'a s'appelle? pas été viré. C'est lui qui va être viré. On lui a prêté une liaison avec Sophie Marceau d'ailleurs. Il fait l'émission sur M6. Oui, oui, là, il fait l'émission sur M6. J'ai pas son prénom, mais j'ai sa tête. T'as sa tête? Oui, il fait... Bah, c'est un resto à Paris qui porte son nom. Attends. Je crois. hein. Donne-moi la première lettre. De quoi? Du prénom? Ouais, du nom. C'est Cyril Lignac. Cyril Lignac, bonne réponse. Bon anniversaire, Cyril Lignac. Je connais plus sur les boulangeries, moi. Moi, je vais pas faire de commentaires misogynes, mais moi, je dis rien. Non, faut rien dire, mais il y a quelque chose quand même. Mais c'est un Mais j'ai rien dit. Moi, j'ai qu'il y a une transmission de pensée. Il y a quelque chose. Et enfin. Qui c'est qui regarde les émissions de cuisine quoi à la maison? Bah, il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup, vous rigolez. quoi, ça Moi, cartonne. je connais même pas le personnage. Non, ça cartonne. Avec un petit accent et tout, il cartonne. Cyril, il s'appelle Cyril, il s'appelle pas Nathalie. Quel âge il a? Il a mon âge, 44 ans. Eh ben voilà, tu vois comme quoi on apprend tous les jours, même à 44 ans. C'est un gars C'est de la télévision. Oui, c'est un gars talentueux qui a un très bon restaurant. Alors, Comment il s'appelle le restaurant maintenant? j'en sais rien comment il s'appelle, mais Cyril. on y mange très bien. Mais faut il a- pas avoir. il a- Tu ressors un peu avec la faim parce qu'il n'y a pas grand chose dans les assiettes et c'est hors de C'est prix. gastronomique, c'est normal. Hors de prix. En tout cas, il a de très très bonnes boulangeries. Ça coûte combien? Ah ouais? Ouais, une très belle boulangerie, ouais. C'est 45-50 euros le plat à peu près. Quoi? Ah oui. Ah, ça va, c'est pas cher. Ah bon? Pas le cher de nous. Ça dépend qui Pour paye. un Qatari, c'est pas cher. Quand c'est l'État qui paye, c'est pas cher. Non, par contre, Christophe, tu disais qu'il était né dans l'Aveyron. Oui. Ah, c'est pas trop un indice, ça. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Tous les grands restaurateurs sont auvergnats. C'est auvergnat. Ouais, bon. Ah ouais. Écoute. D'ailleurs, vous savez, Farid, cher Farid, qu'ils ont une banque privée. Ils ont plus que ça. Non, mais surtout la banque. Moi, quand j'ai appris ça, ils ont une banque dans laquelle on Les rentre. Auvergnats? Oui. Allez, Dans laquelle toi, on ne ça, rentre de que chansons. par cooptation. Et ils ont plusieurs immeubles style foyer Mais c'est étudiants le- et c'est personnes. le principe de la caste, qui n'y ça, c'est un peu comme les rentrent Bretons. que- Donc, et là, il n'y a pas de communauté. Hein. Bon, les allez. Bretons. Et vous avez une communauté maghrébine, pour pas dire algérienne, qui les faux. Commence pas à qui ont toucher la aux même Algériens, technique, toi. Ah, c'est non, bien. qui ont la même technique Mais pas de banque. dans le business, pour l'instant. Farid Côte d'Azur, ouais, Khatsamani, c'est bien Les ça. gens ont une banque, la radio ouvrira là-bas. Je cherche ma dernière question, un footballeur international italien Il va le trouver. Platini. là-bas. né en 1992 qui Copa. officie Alors, Copa, actuellement Copa. au PSG. Mais écoutez mes 92, questions. Icardi. Icardi. Verratti. Bonne réponse, Verratti. Farid Pami. Italien qui joue au PSG. Oui. Bah, j'ai dit Icardi, c'était une chanson. Bah, il y en a plusieurs. Non, il y en a ouais, plusieurs au PSG, mais Verratti, voilà. Moi, je C'est connais mon petit Verratti. ça, je connais pas. hein. Donnarumma, par exemple, le gardien italien. Hein. Platini. Ah non, Je les vais pas Français. être féministe, mais quand ça parle de foot, les garçons ils sont là. C'est par rapport à la cuisine que je Non, je Ah suis pas là, bah, moi, c'est normal. Oui, non, mais. Soirée, je suis pas là sur le foot, je suis nul à la On est d'accord. Non, mais il n'y a pas de problème, on est pour d'accord. relancer. Ah bien. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. c'est Ça bien, va être c'est dur à gérer tout ça. Amina, On assume. Tarek Mami, Farid Tabsamani, Soraya Racheli sont avec nous aujourd'hui. C'est parti avec une condamnation aujourd'hui.
Monsieur Benalla. Monsieur Benalla condamné à 3 ans de prison. Dont 2 avec sursis. Un ferme avec possibilité de bracelet. Une ferme à la ferme. Avec Comment vous pouvez savoir bracelet. possibilité de bracelet? Pourquoi possibilité? Il y a Parce que je suis journaliste, c'est que j'écoute les dépêches de mes camarades qui écrivent entre eux. Alors, comment ça va se passer? C'est le président qui l'a annoncé à la fin. 3 ans de prison, dans un ferme qui peut être donc exécuté qui par va être bracelet à domicile chez sa mère dans l'heure. Comme Sarko, quoi. Comme Sarko. Donc le juge a déjà décidé. Oui. Non, c'est le juge d'application, c'est pas lui. C'est pour ça que je m'interroge. Il me semblait bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit avec possibilité de. Ce qui fait que le juge d'application des peines, quand il vient derrière, ben, il va appliquer. Donc on n'en sait rien en fait. Non, mais ça c'est. Est-ce qu'il peut faire Est-ce que c'est un appel? Voilà. Et pourquoi il fait appel? Pourquoi il va faire appel? C'est suspensif. Le procureur dit 18 mois avec sursis simple maximum, parce qu'il a déjà payé en termes médiatiques les conséquences de son acte. Ça, c'est le procureur qui dit ça. C'est la blague du cinéma. Alors, justement, par rapport à cette condamnation, vous la trouvez, vous la qualifiez comment, cette condamnation, M. Abina? Lourde. Non, je dirais pas lourd parce qu'il y a l'exemplarité. Il a quand même été loin dans les. C'est par rapport au rappel les faits. D'abord, il n'est pas policier. Mais oui, ça va. Cher Christophe, il n'est pas policier. Non, mais je finis quand même. Il n'est pas policier. Il n'est pas policier. Ça va des manifestants. Usurpation de titre, usurpation de fonction. Non, mais en fait, c'est pour ça, Gamal. En fait, c'est 3 en 1. Ils lui ont mis les 3 accusations dans le même dossier. Ce qui est normal, c'est le même dossier. Donc, le passeport. Usurpation. La violence et les armes détenues sans titre. Donc ils ont fait. C'est du port d'armes prohibé, ça s'appelle ça UPAB. Ça déjà ça pèse lourd dans la balance. Donc les 3. Ensuite, usurpation de titre de policier, quand même c'est grave. Ensuite, l'histoire des passeports qu'il a multiplié. Il ne respectait pas le contrôle judiciaire. C'est beaucoup de choses quand même. 5 ans d'interdiction dans la fonction publique. Oui, minimum syndical. Alors un arabe dans la fonction publique, c'est pas bon. Donc comme il n'y en avait pas déjà assez, non mais lui c'est pas. Mais non, mais lui c'est le fait du prince. C'est un produit qui a été créé. Il n'a absolument pas de progression normale. Hein. Il a été nommé, ça s'arrête là. La condamnation. Comme tous les conseillers sécurité de tous les présidents de la République. J'entends bien, mais lui, on parle d'arabe là. On parle d'arabe. Là, c'est arabe. Là, il y a eu 2 arabes dans l'histoire. Voilà, donc c'est l'effet du prince. Non, mais. Farid. Oui. Sur cette condamnation. Pour préciser, avant que Cheikh Farid ne rebondisse, c'est le premier qui a été nommé sans appartenir à des corps de sécurité étatiques déjà. Voilà. Donc, et pour qu'il soit... C'est pour ça que c'est pour moi, c'est pas un conseiller de sécurité, non, lambda. Voilà. Et même si je le connais personnellement. Ah bon? Ouais. Ils ont mangé une harira ensemble. Pas de halal, mais on a mangé ensemble, c'est vrai. Fais attention. La condamnation, Farid. Moi, Farid. Et il va juste falloir que vous vous discipliniez, franchement. Je dis honnêtement. Le vendredi, ce dernier jour. Ouais, non, mais il n'y a pas de dernier jour. Moi, j'ai une émission à tenir, moi, les gars. Bon. Alors, Farid, la condamnation en tant que telle. Moi, tu la trouves lourde ou pas? Un pari juste. Elle te paraît juste. Un pari juste. Si j'ai bien compris, le procureur demandait beaucoup moins, c'est ça? Oui, la moitié. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le procureur, qui est la main de la place Vendôme, demande beaucoup moins. Et finalement, la justice. Alors, du coup, ça m'amène à un autre débat sur la justice. Mais la justice est beaucoup plus lourde. Elle est indépendante. Elle est officiellement indépendante. Je dis bien officiellement, elle n'est pas indépendante en réalité. Elle est quasiment. En tout cas, elle est très. Elle est indépendante quand elle veut. Ce qui pose problème, exactement, quand elle veut. Voilà. Non, pour moi, elle n'est pas indépendante. Qu'est-ce qui pose problème, Farid? Non, ce qui pose problème, c'est que. Droit au but. Pas concernant cette affaire-là. Mais généralement, quand les juges jugent notamment des politiques, en fait, on peut s'imaginer à ce qu'on appelle une république des juges. C'est-à-dire une dérivation de vouloir régler des comptes. Alors, je ne défends absolument pas. Alors, attention, je ne défends absolument pas le cas en question, parce que pour moi, il mérite. Je parle de généralité. Je parle en généralité, je parle de politique. Parce que on peut l'associer, puisqu'il malheureusement pour lui, ou heureusement, il a été conseiller d'un président de la République. Donc, du coup, on peut l'associer au système politique au sens large. Bon, moi, je trouve que c'est complètement juste ce qui est arrivé. Il faut juste rappeler quand même, Christophe, que s'il n'y avait pas eu l'article d'Ariane Chemin, si je dis pas de bêtises, dans Le Monde, en fait, on n'aurait pas eu. Peut-être qu'il serait aujourd'hui encore à l'Élysée, peut-être qu'il serait même ministre, si ça se trouve. Si on n'avait pas, non. Ici, on n'avait pas eu surtout les images de Taha Bouabs, pardon. Aussi, oui. Ça serait jamais sorti. Non, Christophe. Bah si. Attendez, les faits sont les faits, pardon. Excusez-moi. Il y a eu de vidéos anonymes que personne ne pouvait distinguer ce type. Et c'est Ariane Chemin qui a distingué que sur la vidéo. Oui, mais c'est Taha Bouabs qui a filmé. Il y a une base. Ouais, il y a une base. Non, mais il y a un truc qui est étonnant, ce que dit Farid. Tu dis que c'est la République des juges. Et tu dis que le jugement. Je m'interroge. Oui, non, mais tu as évoqué. Non, mais excuse-moi. Tu as évoqué ces questions. La séparation des pouvoirs, c'est quelque chose qui est fondamental dans une démocratie. On est d'accord.
les juges doivent prendre leurs décisions indépendamment de l'État. Ouais. En l'occurrence, moi, j'ai envie de dire, je finis, c'est important. Ouais. Là, non, mais quels que soient les juges, de toute façon, on parle de. Parce que les procureurs reçoivent des ordres. Non, les procureurs ne sont pas des juges. Il faut quand même remettre un peu les choses dans leur place. Le procureur, d'ailleurs, je trouve très gravissime que le procureur ait demandé une peine inférieure à ce qu'il aurait dû demander. Parce qu'il est là pour garantir. C'est là qu'on voit qu'en fait, c'est pas indépendant. Non, que le procureur n'est pas indépendant. Bien sûr. Pas les juges. Faut pas confondre, parce que sur le bon, on va pas revenir sur les termes de droit, le parquet, tout ce qui le constitue, mais ce qui est sûr, c'est comme si on me disait, par exemple, le greffier n'est pas indépendant. On s'en fout. Là, en l'occurrence, le procureur n'a pas fait son travail de proc. Il aurait dû demander le maximum, c'est ce qui se passe en règle générale, avec des juges qui soit le suivent les recommandations, soit les suivent pas. Mais par contre, le réquisitoire pour être précis. Là, il l'a pas fait. Donc moi, je me pose la question sur le proc. Par contre, la décision de justice a été bien rendue et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je suis rassuré. Sarkozy qui prend une peine de prison alors que tout le monde s'imaginait faire une peine de prison. Aménagé. Tout le monde s'imaginait qu'il irait pas en prison, ça a été acté. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment aujourd'hui, et c'est pas des juges de gauche, contrairement au pipeau, c'est pas vrai. Les juges sont plutôt à droite. Là, en l'occurrence, ils sont plutôt à droite. C'est pas vrai. Là, c'est un mythe, les juges de gauche. J'ai une question. Alors, Soraya. Attends, juste. La demande de diminution du procureur, elle est argumentée ou pas? Non, oui, il a argumenté par le fait qu'il a déjà payé publiquement et dans la presse et sa place. Est-ce que c'est un argument sérieux? Exactement, c'est pas un argument sérieux. Tariq Ramadan a payé publiquement, il s'est fait lyncher, on l'a détruit toute sa carrière et il va pas en taule. Le gifleur de Macron a payé publiquement pour on peut y aller. Non, le lâchage médiatique, le lâchage médiatique, juste pour finir. Comparaison n'est pas raison, Tariq Ramadan a été lynché une fois qu'il était en prison. Non, c'est pas vrai, il était déjà lynché avant. C'est sa personne. Non, avant, pendant et après. Ce qui se passe, c'est qu'on peut pas accepter un argument si pourri de dire le pauvre. C'est comme si on me dit un violeur d'enfant, il a déjà mangé avec les médias, on va pas le condamner. C'est quoi cet argument? Soraya, pour terminer. Moi, je trouve qu'elle est complètement juste au vu de sa symbolique, de sa représentativité et de son exemplarité. C'est qu'à un moment donné, faut que ce soit un exemple et ça protège à peu près Macron, cette condamnation. C'est-à-dire que le fait de condamner une personne qui a clairement été source de dommages, pour moi, c'est complètement juste. Allez, prof d'histoire, elle est avec nous, Soraya Racheli. Dans un instant, on va se poser la vraie question qui va faire débat, les amis. On parle beaucoup de Zemmour, vous avez remarqué, en ce moment. Doit-on débattre ou pas avec lui? Ça, c'est la question qu'on va se poser dans un instant. Il n'est pas là. Il va l'être bientôt. Il sera peut-être là bientôt, j'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas là. Faut-il ou pas débattre avec lui? Vous avez chacun vos points de vue. On en débat ensemble avec vous au 01 40 33 9000. À tout de suite. Le grand forum avec un plateau bien fourni, en commençant par Soraya Racheli, qui est prof d'histoire et qui est avec nous, avec monsieur Farid Tabsamani, monsieur Gamal Abina, Tarek Mami, sont avec nous, bien sûr, aujourd'hui sur France Maghreb 2, et pour débattre de cette question. Aujourd'hui, au vu de son exposition médiatique un petit peu exacerbée, faut le dire, et l'admettre, il est invité sur tous les plateaux, de télé et de radio, dans les journaux également. J'ai vu d'ailleurs un truc, c'était quoi, 14 500 articles depuis septembre qui lui ont été consacrés. Ça, c'est incroyable, sans parler de la télé et de la radio. C'est un phénomène, effectivement, Zemmour. Aujourd'hui, il aime beaucoup les débats, visiblement. Alors, peut-être pas avec tout le monde, parce qu'il y a des clients qui sont un peu plus compliqués pour lui. Cela dit, la question que j'ai envie de te poser, Soraya, que j'ai envie de vous poser à tous, faut-il ou pas débattre avec Zemmour ou pas? Alors, parce que c'est assez partagé, notamment quand on a annoncé cette question sur Twitter. Il y en a qui disent non, on ne débat pas avec lui, c'est un raciste, un multirécidiviste. On ne débat pas avec des gens qui n'ont aucun intérêt. Et le fait de débattre avec lui, c'est déjà de lui donner de l'audience. Soraya, tu te situes où, toi? Avant que ça devienne un phénomène, j'aurais trouvé ça, je trouve ça ridicule. Mais là, vu qu'il existe et qu'il est là et qu'il a entendu, je pense que ce serait de fuir une réalité que de fuir Zemmour. Donc on peut justement profiter de cette figure-là justement pour avancer des idées et contrecarrer les argumentaires complètement infondés qu'il sort. Mais est-ce que c'est lui donner de l'aura que d'aller débattre avec lui? Je pense qu'il a déjà son aura. J'entendais alors je pourrais pas vous remettre avec les mêmes mots, mais je sais pas si vous connaissez Juan Branco. Oui. Voilà, lui, il avançait une hypothèse, entre Bolloré qui fait monter cette figure-là contre la présidence de Macron afin de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est aussi. Je crois pas une seconde. Voilà, donc à un moment donné, il est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Il est écouté, il a entendu. Donc je pense que c'est pas le fait de débattre avec lui qui va augmenter davantage ses audiences. Ce serait justement de proposer des arguments beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins raciste. Alors on va juste rétablir des faits quand même qui sont importants, parce qu'on entend beaucoup dire oui, c'est CNews qui a fabriqué Zemmour. Non, pas du tout. Avant qu'il arrive sur CNews, Farid, Zemmour était chez Ruquier tous les samedis soirs avec Nolo. Il avait une émission depuis longtemps d'ailleurs sur Paris Première avec Nolo. Ça fait quelques années qu'on connaît Zemmour. Certes, CNews lui a offert une émission qui cartonne,
qui cartonnait, parce que bon, pour l'instant, elle est en suspens au vu de la décision du CSA. Farid Tabsamani, il faut débattre ou pas avec Zemmour? Moi, je suis pour débattre avec tout le monde, qui que ce soit. On peut pas. Même avec quelqu'un qui a des idées profondément, comment dirais-je, controversées. Au contraire, justement, c'est parce qu'elles sont controversées qu'il faut peut-être, à mon avis, débattre. Après, débattre, il faut pas envoyer des gens, comme on a pu voir à Drancy, des gens qui sont incultes des sujets et face à lui. Sinon, c'est trop facile pour lui. La réalité, elle est celle-ci. Il a eu. Tu évoques notamment l'émission de CNews. Il a eu dans cette émission quelques contradicteurs qui étaient intéressants. Alors, je suis pas sûr que le format de l'émission télé soit la bonne. Après, moi, tu sais très bien ce que j'en pense. Moi, je pense qu'il soulève des véritables sujets, qu'il faut absolument qu'on s'empare de ces sujets-là, ou sinon vous aurez pire que Zemmour dans les années à venir. Malheureusement, lui, il est caricatural, il en fait un business, donc du coup, il va à l'extrême. Pour moi, et donc du coup c'est contre-productif. Même sur les sujets que lui veut défendre, en fait, la réalité c'est complètement contre-productif. Maintenant, moi je pense qu'il faut absolument débattre avec lui. Au contraire, moi je pense qu'il est intéressant d'échanger avec lui. Je pense qu'il a beaucoup de failles, ce monsieur-là. Il est sur beaucoup de choses, en vérité, il survole. Alors la technique de sortir des citations d'un tel ou d'un tel, c'est un peu une faiblesse selon moi. Et mais ce qui est intéressant, et en tout cas pour sortir un peu, excuse-moi Christophe, de l'interrogation, ce qu'il faut absolument qu'on prenne en considération, nous, c'est que les sujets qu'il aborde sont des sujets réels. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'une partie de la France, en réalité, aujourd'hui se pose. Oui. Peut-être pas comme lui les aborde, et tant que nous, en fait, parce que c'est Zemmour... Immigration, islam, exactement, limitation de vitesse... En fait, tout dans... Non mais si, c'est vrai, il a proposé de mettre fin c'est un 30 véritable km/h. sujet, mais vous rigolez, mais c'est un véritable sujet. Souvenez-vous de l'ancien Premier ministre qui avait voulu diminuer et qui avait fait marche arrière parce que justement les élus locaux étaient montés, avaient mené une fronde là-dessus. Donc c'est un véritable sujet, peut-être pas en région parisienne, mais je peux vous dire qu'en province, c'est un véritable sujet. Donc moi je suis pour dialoguer avec lui. Oui, les 80 km/h, tu veux dire, de Édouard Philippe. Moi je suis pour débattre avec lui. Maintenant, encore faut-il qu'il y ait des gens de qualité et pas des gens qui sont dans des postures soit politiciennes, c'est-à-dire, pour faire court, des gens qui, de toute manière, dès qu'il va l'ouvrir, c'est un gros connard facho, ou alors des gens qui, de toute manière, en fait, sont eux-mêmes dans une idéologie. Donc, Bolloré l'utilise, selon toi, Farid? Il l'a beaucoup utilisé, oui. D'ailleurs, il a été viré de Canal+. En fait, beaucoup de gens, notamment malhonnêtes, en fait, considèrent qu'en fait, c'est CNews qui a fait, Bolloré, tu l'as parfaitement dit, qui a fait notamment Zemmour. Ouais. La réalité, c'est que Zemmour, bon, au-delà de ses parents, Zemmour a un parcours. Quand on regarde bien la trajectoire professionnelle ou en tout cas idéologique du personnage, il a un véritable partoun. C'était un journaliste qui était notamment dans le service public, que ce soit radio ou télé, il faut pas l'oublier. Et celui de service public. Sur France 2. France 2, Radio France. Avec, comme dirait Christophe, mais je rebondirai tout à l'heure, une boîte privée Morandini qui produit et qui vend. Et à la radio? Laquelle? La radio quand il était sur Radio France. Oui, il était sur RTL aussi. Bien sûr. Il était sur RTL. Non, avant RTL. Je sais pas, j'ai pas souvenir qu'il était sur Radio France. Non, je parle de Radio France. Je parle de Radio France. Bah, faut vérifier. Et celui qui a véritablement, pour moi en tout cas, qui l'a propulsé, ça reste l'émission de Ruquier avec c'est surtout la productrice en réalité, Catherine Barma effectivement, qui l'a propulsé. Donc Bolloré est très 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 loin. Et la petite histoire sur CNews, c'est que en fait il est viré de Canal+ à un moment donné, sauf que Bolloré dit mais vous êtes complètement malade. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mec-là va nous faire rapporter de l'argent. Et il le met sur une... Et il s'est pas trompé, pour le coup. Et il s'est absolument pas trompé. Et l'autre erreur que très souvent les gens font, c'est que les gens considèrent que c'est le CSA qui a mis fin à l'émission. Non, c'est vrai. C'est CNews. Complètement faux. C'est même pas... C'est CNews qui a mis fin, mais pour des raisons autres que celles invoquées. Donc, le scoop... Le scoop que je vais vous donner, c'est que dès lors que Vincent Bolloré, et je peux vous le dire, je l'ai eu en direct, donc de source la plus sûre possible, dès lors que Vincent Bolloré a eu vent qu'il allait pouvoir potentiellement se présenter aux élections présidentielles, il a fait travailler ses avocats, ses batteries d'avocats, et ils ont dit que potentiellement ça pouvait être un déguisement de soutien déguisé de personnalité morale privée. Or, vous savez que en termes de financement électoral en France, c'est pénalement répréhensible. Et c'est uniquement à ce moment-là, donc ça lui a beaucoup rapporté d'argent, mais ça vous pouvez lui rapporter encore beaucoup plus, et il s'en est très très vite séparé. Malgré tout, je pense qu'il a une bonne presse auprès de la rédaction de CNews, puisqu'il est régulièrement invité. Il était encore d'ailleurs l'invité hier soir de Christine Kelly.
Oui, non, mais c'est-à-dire, il lui donne presse. Pendant 1h30, hein. Mais Christophe, pourquoi zapper, objectivement parlant, quelqu'un qui te fait ramener de l'audimat? Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que, bon, effectivement, l'idée de la présidentielle, c'était une idée qui était peut-être partie, il lui a été conseillée par une personne en particulier, et j'ai l'impression qu'il s'est pris au jeu maintenant. Ah, complètement, ouais. Hein, Oui, Tarek Pami, faut-il ou pas débattre avec Zemmour? Alors, ma réponse à moi, elle a toujours été la même. Moi, à titre personnel, Monsieur Zolive, comme je l'appelle dans tous mes textes, parce que commencer par renier ce qu'on est pour apparaître plus blanc que les blancs, moi, ça me revulse. Donc, tant qu'il n'était pas dans la route d'être candidat jusqu'à la décision du CSA de M. Bolloré de l'arrêter, c'était un débat qui pouvait avoir lieu entre deux personnes qui avaient à échanger. Mais depuis cette date-là, ne peuvent pour moi débattre avec lui que les gens qui sont dans la même situation de candidats à la présidentielle et d'autres, avec cette particularité. Donc comme Mélenchon, par exemple. Comme Mélenchon, qui a débattu avec comme lui. Jadot s'il le veut, comme d'autres s'ils le veulent, parce que là, on le remet à sa place de candidat face à un candidat. Sauf qu'il n'est pas encore candidat. Non mais attendez, alors là, on l'appelle le putatif, si vous voulez qu'on utilise les mots qui circulent, il est candidat sans lettres. Tout le monde sait qu'il va être candidat, sauf s'il n'a pas la signature. Mais je reviens sur le fond. CNews ne l'a pas fabriqué, parce que tant qu'il passait avec Ruquier, c'était le pitre de l'émission, et les gens regardaient pour s'amuser. Non, l'ont jamais pris. Hein? On ne voyait pas la même émission. Ah non, mais c'était le pitre, c'était celui qui accrochait, et tous les invités lui en mettent un crochet tous les samedis. Et c'était la règle du jeu chez Ruquier. CNews, ce qu'elle lui a donné, c'est qu'elle a mis face à lui Madame Kelly. C'est comme si vous, cher Christophe, comme animateur d'émission, vous êtes là juste pour dire « Et qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Farid ? Et qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, elle est Monsieur devenue... Lavi, j'ai une question. J'y arrive, cher Christophe. Qu'est-ce que vous pensez de lancer la pub, là ? Ah, là, tout de suite. Ah bah là, tout de suite. Là, c'est votre casquette de patron qui revient, là, tout de suite. On est de retour pour la fin de l'explication de Tarek et de Gamal Abina à suivre dans un instant. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Gamal Abina, Tarek Pami, Soraya Rachedi, Farid Tabsamani qui sont avec nous aujourd'hui, et nous débattons et tentons de répondre à cette question à laquelle Tarek Pami s'est engagé à répondre. Faut-il ou pas débattre ? Je prends 2 minutes pour terminer mon propos. Jusqu'à septembre, j'aurais éventuellement accepté le principe de débattre avec. Depuis le moment où il quitte le statut d'un journaliste, d'un polémiste pour devenir candidat à la présidence de la République, putatif, éventuel, en tout cas assumé, je dis non. L'autre chose, la règle de cette radio depuis sa création, c'était qu'on ne débat pas avec les gens qui viennent pour nous insulter. J'allais dire, il n'y a pas plus algérien que M. Zemmour, et quand il parle de l'Algérie ou des Arabes qui ont, c'est l'intellectuel qui parle, pas le patron de la radio, une seule question. Quand les Juifs d'Espagne ont été expulsés, ou en tout cas on leur a demandé soit de se convertir, soit de partir, ils sont partis où? Ils sont pas partis dans la France, dans l'Europe chrétienne, en Pologne, ils sont partis chez les Arabes, chez les musulmans, chez les Maghrébins. Et donc quand on commence... Pourquoi? Mais vous parlez d'histoire. Non mais si vous voulez, vous expliquerez. Professeur d'histoire ici. Non mais on en a plusieurs. Pourquoi ils sont pas remontés, ils sont descendus? Ils sont remontés. Ils sont remontés où? La Grèce, c'est magique quand même. Pas hors sujet, les gars. Non, on reste sur ce point-là. Pourquoi ils sont descendus au Maghreb? Pourquoi? Parce que la tolérance à l'époque au Maghreb et par l'islam l'islam était dans une tolérance. Ah, j'ai cru que c'était une volonté de leur part. Non, ils ont été sommés. Non, voilà, c'est ça. Ils ont été sommés. Je termine, s'il vous plaît. Ils ont été sommés soit de se convertir, soit d'être expulsés. Ils ont fait le choix d'expulsion pour aller chez les musulmans. Non, c'est réducteur. Ils n'ont pas fait que le choix d'expulsion. Il y a aussi ce qu'on a appelé ceux qui étaient cachés. Non, je parle de ceux-là. Non, mais je parle de ceux-là pour revenir à M. Zemmour. Les marades, les fameux marades. Je reviens à ça pour M. Zemmour. Quand on connaît cette histoire, et on fait que cette histoire n'existe pas, moi j'ai une autre explication. À quoi? En fait, à chaque fois que certains, dont vous, parlez de Zemmour, vous ramenez à son histoire personnelle. Oui. C'est comme la fake news que vous faites passer régulièrement sur sa famille qui étaient des bandits, etc. C'est sa grande famille. Ok?
Qu'est-ce que vous Ben, nous, qu'est-ce qu'il reproche? Il reproche à tous les musulmans. Je vous donne la phrase. Non, je vous donne la phrase. Moi, je suis pas comptable de mes cousins qui sont terroristes. Ah ben nous, on est comptable de tous les islamistes qui ont tué. Dans la bouche de Zemmour. Dans la bouche de Zemmour. Qu'est-ce que vous avez à lui proposer pour le contraindre à lui opposer par rapport à ce qu'il débite comme bêtise régulièrement? C'est ça qui m'intéresse. De savoir que l'histoire de sa famille, etc. Il débite des contre-vérités face à des gens qui ne maîtrisent pas. Non, mais il débite des contre. Je voudrais vraiment clore, parce que moi, c'est un type qui aujourd'hui ne m'intéresse pas, pour des raisons, j'allais dire, morales, éthiques et déontologiques. Je suis journaliste, j'ai une carte de presse. Ce monsieur a une carte de presse. Nous devons tous respecter. Vous êtes à égalité. Non, mais nous sommes tous ceux qui portent cette carte. Ouais. Nous avons une obligation de respecter la charte. Il y a 3 chartes de presse. De Munich et d'autres. Et ces chartes disent que quand on donne une information, on doit la vérifier, on doit le sourcer et on doit protéger pour qu'on reste dans la déontologie. Donc, pour les fake news, en fait. Donc, sur ce point-là, je suis anti-Zemmour. Ouais. Et je suis sur anti-Zemmour. On ne débat pas avec lui. Non, aujourd'hui non. Voilà. Peut-être qu'il y a un an, oui, aujourd'hui c'est non. Moi, et j'en termine avec avec une chose. J'allais dire, quand on se présente à la présidence de la République française, on s'adresse à tous les Français sur tous les sujets. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Le PEN ne s'adresse pas à tous les Français. Elle s'adresse à certains. Mélenchon, il s'adresse pas à tous les Français. Ben si, bien sûr que non. Il s'adresse aux pauvres. Mais pas du tout. Alors, on laisse terminer. Laissez terminer. Mais c'est pas vrai. Il s'adresse à tous les Français quand il leur dit augmentation du SMIC, augmentation des SMIC, augmentation des SMIC. Artaud, elle s'adresse pas à tous les Français. Non mais donc Monsieur Zemmour, c'est Madame Artaud de l'autre côté. Je termine sur ma vision avec ce monsieur. Ce monsieur aujourd'hui en tant que candidat, il doit nous proposer une vision pour la France. Donc si la vision par la France commence par la violation de l'article 1er de la Constitution qui dit que tous les Français sont des citoyens égaux et qui commence à dire sauf ceux-là, donc oui, mais si ce monsieur est suivi, alors ce monsieur s'est suivi. Hitler était suivi. Oui, et donc il a fait ce qu'il a fait. On y va. Ça, c'est un bon argument historique. Effectivement, c'est que dans l'histoire, un mec aussi foireux qu'Hitler, effectivement, a été suivi d'un point de vue pur. Il a quand même bien réussi. Abina, j'ai envie de t'entendre. Pourquoi il faut débattre avec Zemmour? Moi, évidemment, je suis pas du tout d'accord avec ce que je viens d'entendre, et pour cause. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je réclame un débat avec ce monsieur. Alors, d'abord, on va commencer par la genèse du personnage. D'abord, il n'est pas né dans le service privé, mais dans le service public. C'est Ardisson qui l'a invité. C'est Ardisson qui l'a fabriqué. Alors, la problématique qui se pose, il l'a invité pourquoi? Pour un livre qui était contre les femmes, clairement. C'est en 2006. Le premier 16. C'est comme ça que ça a commencé. Zemmour n'est pas un journaliste, contrairement à ce qu'il veut faire croire. Il a une carte de presse, c'est vrai. Zemmour est un polémiste. C'est comme ça qu'il a débuté. Il n'a pas débuté en tant que journaliste. Il a débuté avec un bouquin qui massacrait les femmes pour dire les hommes sont dévirilisés. Bon, quand on le voit, on se pose la question du rapport à la virilité, mais ça, c'est le débat. Donc Zemmour est un produit qui a été fabriqué par l'extrême droite. Évitez les attaques personnelles. Je vais vous donner. Non, c'est pas des. Non. Là, je suis sur les idées. Il n'a pas dit qu'il fait 1m40. Oui. Je dis que Zemmour, c'est comme Goebbels. C'est pas des parangons de beauté et de force. Donc, pour faire simple, Zemmour d'ailleurs me rappelle beaucoup Goebbels sur pas mal d'écarts. Sauf que Goebbels était meilleur que lui. Il était au moins docteur. Ça se discute. Non. Goebbels était docteur, Zemmour ne l'est pas. Oui. Donc, pour dire simplement, Zemmour, il a débuté comment? Parce que les gens ne savent pas ce qu'il en est. J'ai eu l'occasion de discuter sur RT avec un soutien de Zemmour, un professeur qui ne savait pas ce qu'il soutenait. Donc, on va dire les choses maintenant et j'aurai l'occasion, j'espère, s'il n'est pas trop lâche, parce que là, il est en train de manifester des signes de lâcheté énormes, de lui dire d'où il vient. Zemmour est un produit d'Alain Soral. Zemmour, c'est Soral qui a réussi. Parce que Soral a écrit un bouquin où il massacrait les femmes, Zemmour aussi. Soral a écrit un bouquin où il massacrait l'immigration, son fameux abécédaire de la bêtise ambiance, Zemmour aussi. Donc Zemmour a été fabriqué intellectuellement et idéologiquement par Alain Soral. Ils se connaissent très bien, ils mangeaient ensemble, ils ont copiné pendant 10 ans, mais les gens ne le savent pas. Donc Zemmour était un ami proche d'un des plus grands antisémites de France, qui ne s'en cache même pas, il a été condamné 10 de fois pour ça. Alain Soral, que j'ai toujours combattu d'ailleurs. Donc, pour dire les choses, si on dit à Zemmour d'où il vient, quelle est sa genèse intellectuelle, si on peut parler d'intellect, parce qu'il est très light sur les idées, il surfe toujours sur les mêmes bêtises. Par exemple, là, il s'apprête à annoncer sa candidature. Pourquoi? Le 9 novembre. Alors Zemmour n'est pas très malin et pas très intelligent. Le 9 novembre, c'est effectivement Napoléon qui fait un coup d'État à la République, mais pas seulement. C'est aussi
Adolf Hitler qui essaie de prendre le pouvoir 23 avec le coup de Munich. C'est aussi la nuit de cristal où les Juifs sont massacrés le 9 novembre. Le 9 novembre, ça compte. C'est aussi la chute du mur de Berlin. C'est beaucoup de choses comme celle-là. Donc Zemmour est quelqu'un qui surfe sur des idées, mais qui n'a pas beaucoup d'idées. Et parce qu'il est très light sur les idées, il est très faible, on l'a vu, je sais pas si vous avez vu le débat sur Thinkerview, il s'est fait atomiser. Parce qu'il ne maîtrise ni l'économie, ni la géopolitique, ni même les concepts politiques simplement, ou simplement des concepts philosophiques. Il répète comme un robot les mêmes phrases pour se donner raison. Et il se réfère toujours à deux personnages antagonistes. Il va se référer à Napoléon. C'est bien, Hitler adorait Napoléon. Et il va se référer à De Gaulle. Si, Hitler adorait Napoléon. Il est descendu sur Paris. Il est resté 3 heures devant sa tombe. Il a fait la prière devant Napoléon. Mais en même temps, Napoléon, c'était quand même... C'était quand même un grand dictateur et un criminel de guerre. Un grand personnage. Qui a massacré toute l'Europe. On se rappelle qui est Napoléon. Et qui s'est fait flinguer avec sa grande... Qui a rendu la grandeur de la France. Qui a empêché la France d'être envahie. Et qui s'est fait massacrer avec sa grande armée en Russie comme Hitler. Bizarre. Bref, c'est pour faire simple. C'est dire quoi? C'est quand on se réfère à Napoléon et à De Gaulle et qu'on se réfère à l'extrême droite alors que De Gaulle n'était pas pour l'extrême droite, il y a un problème. Et Zemmour, qui est un produit du décret Crémieux, qui est une véritable, j'ai envie de dire presque, c'est presque une émanation crasseuse du décret Crémieux, se vante d'être ce qu'il n'est pas, à savoir un Français, juste parce que Crémieux avait décidé, pour diviser les Algériens, de dire ceux qui sont de religion musulmane seront infériorisés, code de l'indigénat, et ceux qui sont de religion juive, comme moi, parce que Crémieux était juif, seront de notre côté. Comme ça, on pourra casser les Algériens entre eux. C'est ce qui s'est passé. Donc moi, je respecte des juifs algériens qui n'ont pas de honte de leur origine, mais qui sont très satisfaits de savoir d'où ils viennent, et j'ai un mépris total pour ceux qui se prennent pour Blanche-Neige, alors qu'il sait parfaitement que physiquement, intellectuellement, culturellement, ethniquement et religieusement, il n'a rien d'un Français. Donc c'est pour ça que... un mythe, là. Blanche-Neige, pour moi, il est 7 nains. Non, quand je dis Blanche-Neige, c'est caricatural. Pour dire que Monsieur Zemmour, il faut le combattre sur le terrain des idées. Oui. Il faut le confronter. Avec lui. Il faut débattre, et il faut dire à Monsieur Zemmour, qui dit énormément de bêtises. Je vais vous donner un exemple d'une bêtise qu'il a dit pendant des années. Il a dit pendant des années, c'est dire le niveau de débilité du personnage, 80% des taulards en prison, en France, sont d'origine africaine ou maghrébine. Ce qui est faux. C'est ce qu'il a dit pendant des années. Ouais. Étrangement, les sparring partners qu'il a en face de lui, qui ne vont jamais lui donner la contradiction, parce que ce ne sont pas des gens à la hauteur, je parle des journalistes, lui, ne vont pas lui dire, mais monsieur Zemmour, comment se fait-il que vous passiez de 80% à 25%? Parce qu'aujourd'hui, le vrai chiffre, il le donne. 25% des gens qui sont issus de l'immigration africaine au sens large, effectivement, parce qu'ils sont 100% des produits de banlieue, sont en prison. Pourquoi ils lui disent pas ça, ces contradictions? Ils lui disent pas parce qu'ils n'ont pas le courage. Et moi, j'ai envie de dire à monsieur Zemmour, qui dit ça souvent, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est juste des lâches, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Ils ont peur. Ouais. J'ai envie de dire à M. Zemmour, les 75% de Français qui sont en tôle, on en fait quoi? Ils sont quoi? C'est des délinquants aussi? La réalité, c'est que tant qu'on n'aura pas... Ils font... Vraiment, c'est extraordinaire. C'est un produit CNews parce que M. Bolloré, et là je suis pas d'accord avec la thèse qui a été développée tout à l'heure, tu en as parlé, la thèse qui a été développée, elle est fantaisiste. Zemmour n'est pas là pour atomiser Macron, c'est faux, et c'est faux, les chiffres le montrent. Zemmour est là pour foutre la pagaille, c'est une stratégie qui a été développée, très intelligente, de la part d'ailleurs d'un juif algérien comme lui, que vous connaissez très bien, un ancien conseiller de François Mitterrand, qui a chuchoté aux oreilles de Macron, il faut faire monter Zemmour, rappelons que Macron a téléphoné à Zemmour après son agression. Donc, 45 minutes. Il faut faire monter Zemmour, vous savez pourquoi? Pour que la droite et l'extrême droite soient en panique, se radicalisent et s'effondrent. Aujourd'hui, les deux personnes qui souffrent le plus, c'est la droite et l'extrême droite. Le Pen est en train de baisser. Et Macron, étrangement, il est toujours au sommet. Donc Zemmour est un produit fabriqué par monsieur Bolloré. Et Zemmour est un produit qui est destiné à fragiliser la partie adverse, comme Mitterrand l'a fait à l'époque avec la droite et l'extrême droite, quand il a fait monter Le Pen contre la droite. C'est une stratégie qui est très bien réfléchie, et je dirais qu'au-delà de Jacques Séguéla, puisque c'est pas Séguéla qui a conseillé, mais plutôt Jacques Attali, Jacques Attali a dit ça à Macron. Macron applique la méthode avec un vrai brio. Et tant qu'on n'aura pas un monsieur Zemmour en face de nous pour lui dire en face, vous parlez tout le temps de nous, mais sans nous, soyez un peu courageux et à ce moment-là, on pourra discuter de choses qui fâchent. Parce qu'il est, juste pour finir, ignorant de la réalité des quartiers, ignorant de l'islam. Il dit des bêtises comme par exemple le code les dhimmis. Il dit que c'est un statut infériorisant. Non, le dhimmi, c'est celui qui ne va pas faire la guerre. Il est protégé, ne fait pas la guerre parce qu'il paie un impôt. Voilà, donc moi les dhimmis en 14-18, ils auraient aimé être dhimmis les Français pour pas se faire massacrer sur les champs de bataille. Donc ça, ce genre de bêtises, il faut les rappeler. Il n'a pas le niveau, c'est simplement ça. Très bien. On peut répondre ou pas? Bon, c'est bien. Vous répondez pas, vous donnez vos Si, il a répondu, il a dit on débat avec lui. On est en Zemmourissant. On débat, bien sûr. Bien sûr qu'on débat. Eh, Gamal Abina, il réclame en plus sur Twitter un débat avec Zemmour. Partout, tout le temps. Ouais, partout, tout le temps. Bon, où il veut. Et où il veut. Où il veut. Même ici, monsieur Lamy, même ici, ce sera avec plaisir. Sauf ici.
C'est dommage. Ah, bah ouais, Tarek Mami, t'as dit non, pas ici. Alors, je vais Voilà. juste te dire une chose, je vais être méchant, mais pour une fois, je vais me faire plaisir. J'aime beaucoup Monsieur Mami. Si on ne reçoit pas Zemmour en débat, il faut plus recevoir, il ne faut plus jamais tweeter les messages de Youssef Indy, qui, je le rappelle quand même, est d'extrême droite. Il était avec Alain Soral, avec Égalité et Réconciliation. Mais il s'appelle Youssef. Non. Moi, un facho d'extrême droite, c'est un facho. On a reçu une fois par accident Salim Laibi, qui est d'extrême droite. Il faut quand même lever le pied. Les gens d'extrême droite, même s'ils ont une tête d'arabe, ça reste des gens d'extrême droite. Alors, entre le choix de celui qui est contre les Arabes, qui est condamné pour discrimination à 2 reprises, à 3 reprises, et entre l'arabe qui est d'extrême droite et qui parle, donc Youssef Indy, qui n'a jamais été ni condamné ni attiré en justice, on peut choisir. Donc on reçoit Le Pen, alors elle n'a pas été condamnée, on reçoit Le Pen. Ah si, elle a été condamnée, madame. Marine Le Pen a été condamnée. Elle a été condamnée quand? Elle a été condamnée il y a pas longtemps. Philippot, à ce moment-là, on se met. C'est pas l'argument. Non, un type qui est d'extrême droite, qui développe des idées d'extrême droite, qu'il soit arabe ou pas, ça s'appelle un capot. Oui. On connaît bien les capots dans les camps de concentration. Non, un capot, non, c'est ceux qui composaient avec les nazis. Je vois que Cheikh Farid trépigne sur son fauteuil. Je veux répondre. Je peux oui, bien sûr. Vite, parce qu'on a un invité à accueillir quand même. Il attend. Il vous écoute raconter vos Il conneries. est en train d'apprendre comment les Arabes discutent. Je veux rebondir sur ce que dit il connaît très bien, d'ailleurs. Sur une partie de ce qu'a dit Gamal, notamment sur ceux qui l'ont poussé. Oui. En réalité, il y a beaucoup de gens sur la scène politique ou économique qui l'utilisent ou qui l'ont utilisé ou qui encore vont l'utiliser. En réalité, c'est celle-ci. Moi, les équipes, alors je parle des équipes qui sont vraiment derrière aujourd'hui la candidature de Zemmour. Ouais. Pourquoi aujourd'hui, en réalité, lui redonner même toutes les conneries qu'il a pu dire il y a 20 ans, il y a 30 ans, en fait, ça sert plus à rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si ça m'emmerde, aujourd'hui, il va être candidat à l'élection présidentielle, et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il représente une partie de l'électorat français. Mais les équipes qui sont derrière lui, c'est qui? C'est essentiellement des gens de l'équipe formée par Marion Maréchal Le Pen. Oui, pourquoi? Parce que l'historique, c'est quoi? C'est que ces gens-là ont voulu utiliser Zemmour pour une seule raison, c'est affaiblir Marine Le Pen pour que la prochaine présidentielle, elle ne soit pas candidate. Mais même eux aujourd'hui sont dépassés. Même eux aujourd'hui sont dépassés pour une raison très simple, c'est qu'ils n'imaginaient pas. C'était l'idée de départ, on est d'accord, Farid. Mais aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est que non mais l'idée de départ sur Attali est complètement vraie également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à qui profite? Et le danger, c'est Zemmour ou Marion? Finalement aujourd'hui. Marion, évidemment. Pour moi, le danger. Pour moi, le danger, c'est bien sûr que Zemmour est un danger. Oui. Mais pour moi, le danger, c'est la personne qui va arriver derrière Zemmour. C'est pour ça que pour moi, il faut débattre sur les idées avec lui. Donc c'est pas en 2022 qu'il faut être inquiet, c'est plutôt en 2026. Voire même exactement. 2027, pardon. Oui. Très bien. Moi j'aime bien cette conclusion de débat. Pour une conclusion très courte. Moi, j'allais dire un truc, c'est que M. Zemmour, qui ne maîtrise rien en économie, mais c'est un niveau abyssal. Je vous invite juste à regarder l'interview du Thinkerview. Vous rigolez, hein. Il est nul à un niveau abyssal. Si on doit débattre avec lui en dehors du fait qu'il faille répondre à ses imbécilités sur nous, il faut revenir sur le terrain de la France, à savoir que ce qui fait peur en France aujourd'hui, c'est les lendemains qui déchantent, c'est l'économie, c'est la crise, c'est le surendettement, et il ne répond jamais, parce qu'il n'est pas capable de le faire, à des questions fondamentales sur la question de la dette, sur la question de la relance économique. Et d'ailleurs, c'est là où je vais le détruire s'il est en face de moi. Il faudra qu'il m'explique pourquoi est-ce qu'il parle toujours de M. Trump, qui est courageux, Trump, hein. On peut ne pas l'aimer, mais il a donné son programme. Il a dit, je vais forcer les entreprises à revenir ici et je leur mettrai une amende. Zemmour ne le dit pas, ça. Pourquoi il le dit pas? Parce que derrière, il y a un grand patron. Bon, alors, on va accueillir notre invité. Voilà, il peut s'installer, voilà, pour qu'on puisse parler un petit peu avec lui. C'est quelqu'un qu'on connaît, qui est déjà venu dans nos studios, et il a bien fait de venir, hein, d'ailleurs, ce jour-là. Il faudra juste lui suggérer le livre, une thématique de réflexion pour un 3e livre. Oui, attendez, on commence déjà avec celui qui est né ici, Arnaud Lacheret, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Lacheret, bienvenue sur France Maghreb 2. Voilà, installez-vous. Comment allez-vous depuis un an? Ça va super. Alors, franchement, dites-moi. Vos locaux, c'est bien là. Ça s'est un peu nettoyé depuis la dernière fois. Alors, on est passé de petite radio à radio nettoyée. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques. Vous travaillez à Bahreïn, hein, c'est ça toujours? Exactement, toujours. Ouais. Alors, vous avez sorti donc ce livre. Racontez-nous comment c'est né ce livre. C'est très intéressant. Alors, il est né du précédent, pour tout vous dire. Ouais. Le précédent parlait justement des femmes saoudiennes que j'avais pu interroger, c'est mes étudiantes, et qui profitaient donc du changement en Arabie Saoudite, du changement de leur statut et des nouvelles possibilités qu'elles avaient pour se mettre à travailler dans le secteur privé, devenir cadre, manager, etc. Mais changer une loi, c'est bien, puis vous êtes bien placé pour le savoir dans cette radio. Après, il faut changer les mentalités. Donc, c'est comment elle faisait pour, avec des familles parfois un peu conservatrices, qui n'avaient pas prévu ça, pour négocier, pour finir au final par changer la société, puisque le papa, la maman, ils n'étaient pas tellement pour, puis ils voient leur fille réussir, ils voient leur fille revenir, puis ils disent,
en fait, c'est une bonne idée, donc on va demander à nos autres filles, on va faire un peu de pub là-dessus. Et c'est vous. Ouais, c'est vous à la sortie de l'interview. Non mais vraiment, c'est comme ça que ça se passe. À la sortie de l'interview, on sort tout ça machin, puis il me dit mais c'est pas mal votre livre, mais pourquoi vous l'avez pas fait sur nous, sur vous, qu'est-ce que vous racontez? Puis il me dit mais si, regardez, nous, nos filles, elles sont nées, leurs parents, ils étaient plus ou moins illettrés, c'était des ouvriers du bâtiment, machin, etc. Puis regardez le pourcentage qui ont réussi, qui sont devenus cadres, etc. Vous pouvez pas, c'est peut-être le même truc. Et je me suis dit, je vais faire la même méthode. En fait, le questionnaire qui était en anglais et en arabe, je l'ai traduit en français. Puis j'ai pris des femmes du même profil, c'est-à-dire globalement entre 30 et 50 ans, qui étaient cadres, managers, bac plus 3, bac plus 5, alors c'était important, il fallait qu'elles se disent elles-mêmes d'origine nord-africaine, qu'elles revendiquent ça, et qu'elles se disent à minima de culture musulmane. C'est-à-dire que je voulais pas spécialement des pratiquantes, mais pas quelqu'un qui dit j'ai rompu avec l'islam, parce qu'il fallait qu'il y ait quand même une continuité avec mes saoudiennes, globalement. C'est-à-dire qu'il y ait que deux grosses différences, des très grosses différences. C'est dans les pays du Golfe, et l'autre c'est en France, et l'une c'est des parents souvent très pauvres, première génération de l'immigration, et les autres c'est des parents de la classe moyenne saoudienne globalement, si on schématise. Et donc j'ai voulu leur demander comment ça s'était passé. Et le truc, vraiment... Les questions étaient identiques avec celles des Saoudiens? Les questions étaient identiques, j'en ai juste modifié une ou deux, notamment celle sur la religion, parce que en Arabie Saoudite, je leur disais, voilà, comment vous me dites que vous vous sentez musulmane, etc., comment vous vous situez par rapport à la polygamie qui est légale en Arabie Saoudite. Je pouvais pas poser la même question. Je pose la question de la polygamie aux Françaises d'une manière un peu différente, en leur disant, voilà, vous me dites que vous vous sentez bien en tant que musulmane, qu'est-ce que ça vous fait dans d'autres pays comme celui où j'habite, la polygamie existe. C'est pas une question sur la polygamie, je m'en fiche, c'est davantage pour voir comment elles réagissaient bien sûr. Face aux aspects les plus conservateurs de leur religion, ceux qui sont mis en exergue par les gens qui aiment pas trop les musulmans. Voilà. Et j'ai une autre, j'ai rajouté une autre question qui était davantage sur la discrimination par rapport à la religion ou par rapport à l'origine, qui n'avait pas de sens en Arabie Saoudite. Voilà, une Saoudienne, elle est pas discriminée parce qu'elle est arabe, ce serait bête. Elle est discriminée parce qu'elle est femme. Parce qu'elle est femme, voilà. Mais voilà. Donc la question sur la discrimination par rapport au genre, je l'ai gardée. J'en ai rajouté une justement pour voir est-ce que vous avez été victime de discrimination, de racisme, etc. Alors c'est très intéressant, M. Lacheret, et justement avant d'écouter Soraya qui a lu votre livre, et c'est la seule bonne élève du groupe, quelle est la différence que vous faites aujourd'hui avec ce questionnaire, donc entre ces femmes d'Arabie Saoudite et les femmes cadres françaises aujourd'hui? Quelle est la différence notable? La plus grosse différence, c'est le fait qu'elles doivent se battre non seulement dans un premier temps auprès de leurs parents, etc. Parce que globalement, ça paraît logique en soi, des parents qui sont pas prêts à tout ça, qui sont pas venus en fait pour rester en France, qui s'aperçoivent au cours de leur carrière d'immigrés que en fait on va rester. Là vous parlez ici. des femmes françaises. Voilà, tout à fait, ouais. Qu'on va finir par s'installer, et que nos enfants ils vont finir par s'intégrer. Donc autrement dit, on a pas mal d'enfants, 5, 6, 7, là j'en ai une qui est d'une fratrie de 12 enfants, mais ça arrive, c'est des choses qui sont assez courantes. Ouais. Donc d'abord on doit négocier avec la famille, qui parfois est un peu conservatrice, patriarcale, c'est un mot qu'on aime bien, mais ensuite le problème c'est qu'elles doivent aussi négocier avec la société. On arrive dès le collège, et la pire discrimination qu'on m'a décrite, c'est pas avec les flics, etc., c'est au niveau du collège. On arrive en 4e, 3e, et puis Samira, c'était sympa, mais tu vas aller en CAP, c'est bien, ou en BEP, ou tu vas aller en lycée technique, enfin ce genre de choses. Ça arrive à quelqu'un qui s'appelle Vanessa. Les parents, ils vont aller voir le proviseur. Excusez-moi, il faut arrêter les conneries, elle va en seconde. Là, le papa qui a pas le bac, la maman qui sait ni lire ni écrire, souvent c'est ça. Attention, c'est pas des insultes, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissez ce genre de situation. Ils n'ont pas les moyens culturels d'aller voir le principal de collège et dire voilà. Génération, on va dire. Donc c'est la fille 14-15 ans qui doit se battre elle-même contre son prof et dire non, moi je veux continuer parce que je veux faire ci, je veux faire ça. Donc déjà première lutte, puis ensuite il y a le fait d'intégrer une société qui faisait pas grand-chose à l'époque pour ça. C'est-à-dire que l'intégration, c'est quoi? C'est un groupe minoritaire qui doit acquérir les codes du groupe majoritaire, qui fait pas grand-chose pour l'aider. Globalement, on peut parler des Noirs américains, etc. On n'est pas prêt, la société française de l'époque n'avait rien préparé pour ça. Donc ces filles doivent bricoler. Justement, question qui me vient comme ça à l'esprit, et vraiment répondez-moi en toute objectivité, il est plus facile d'être une femme en Arabie Saoudite ou en France aujourd'hui?
musulmane. Aujourd'hui, clairement, en Arabie Saoudite. Alors, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. En Arabie Saoudite. Pourquoi c'est plus facile d'être une femme en Arabie Saoudite aujourd'hui? Alors, tout dépend ce qu'on veut faire, évidemment, mais dans le cadre professionnel, si on veut progresser professionnellement, donc s'enrichir, etc., on est sur une dynamique. C'est ce qu'il faut regarder. C'est-à-dire que oui, à l'heure actuelle, si on prend des clichés des deux sociétés, il vaut mieux être en France. Si on regarde l'évolution depuis ces 5 dernières années, notamment la dernière loi qui impose 30%, enfin je ne sais plus combien de pourcentage de femmes cadres dans les entreprises privées en Arabie Saoudite, à un moment, ce qui fait fortune actuellement en Arabie Saoudite, c'est les cabinets de recrutement pour femmes. Parce que la plupart des entreprises veulent en embaucher, c'est la loi. Elles n'ont pas le choix, sinon elles perdent l'accès au marché public. C'est comme les handicapés ici en France, quoi. On peut dire ça comme ça, on peut dire ça comme ça. Mais il y a une loi ici qui oblige les entreprises. C'est comme ça, sauf qu'il n'y a pas d'aménagement particulier à faire. Il n'y a pas de... Enfin voilà, il nous faut des femmes, et globalement, il faut qu'elles se forment. Donc en général, elles viennent chez moi, ce qui m'arrange bien, ça rapporte de l'argent à mon université. Mais voilà, donc globalement, en ce moment, il est clair que pour avoir une carrière brillante et pour être à peu près sûr de ne pas avoir de soucis dans les prochaines années, si rien ne s'arrête et si tout se passe bien, le golf est plus intéressant pour une femme. Oui, je suis désolé de le dire. Soraya Rachedi, tu as lu le livre. Oui, quel en est ton a priori que sur ce livre? Tu le trouves comment? Déjà, je tiens à préciser que c'est un de mes sujets de prédilection, donc je l'ai lu avec le cœur et avec la tête. J'ai fait justement mon mémoire. Merci de la précision. Le cœur et la tête, très bien. Les yeux aussi. C'est choisi. Avec tes yeux aussi. C'est choisi. J'ai fait mon mémoire basé sur l'entretien de 24 femmes portant le voile, donc en analysant leur trajectoire professionnelle, familiale et spirituelle ou religieuse. Et donc voilà, c'est pour ça que ce bouquin me parle assez, et il est très pertinent de par sa méthodologie. Parce que c'est un livre qui quand même se base sur des entretiens, une vingtaine d'entretiens, et ça je tiens à le souligner, c'est hyper important. Donc chaque chapitre est gonflé, on va dire, de citations issues de ces entretiens. Donc pour reprendre un petit peu le livre, donc là voilà. Il aborde beaucoup de questions en fait. Il aborde beaucoup de questions. C'est pour ça qu'il fallait que je me rappelle qu'est-ce qu'aborde ce livre. Donc il passe par la culture et les valeurs familiales, par exemple, de ces femmes, l'attachement aussi à la religion, en passant par le lien complexe ou pas qu'elles ont avec le bled. Donc je cite le bouquin et le quartier, les discriminations qu'elles peuvent subir ou non en tant que femmes musulmanes et typées, et ensuite. Quelque chose que j'ai trouvé vraiment important, de considérer ces femmes comme micro-modèles. Micro-modèles. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu c'est le même principe que pour les femmes du Golfe, c'est-à-dire que comme elles ne rompent pas, et c'est surtout ce que je voulais, comme elles ne rompent pas avec le milieu d'origine, c'est-à-dire elles s'intègrent, entre guillemets, économiquement, elles changent de quartier, forcément. Parfois, elles se marient avec des Français, entre guillemets, donc avec des gens issus de la population majoritaire, comme on appelle, des Blancs. Mais elles ne rompent pas avec le milieu d'origine. C'est-à-dire qu'elles y retournent de temps en temps. Ça devient des modèles, mais pas des modèles tels que Rachida Dati ou des gens un peu connus qui, voilà, c'est des modèles accessibles. C'est-à-dire que quelqu'un qui devient patronne de l'agence BNP, elle va voir ses cousines, elle va voir ses sœurs, elle va voir ses amis d'enfance, les filles de ses amis d'enfance, et comment t'as fait Rachida? Voilà, j'ai fait ci et ci. C'est quelque chose qui est imitable. Donc elles deviennent des mentors, des coachs pour ce truc qui est vraiment pas terrible comme expression, mais et ça marche pas mal. C'est-à-dire que on dit que l'ascenseur social est cassé, en fait il fonctionne. Voilà, et elle crée des mini vocations. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est pas des super exemples. C'est pas des Najat Belkacem. C'est pas des Rachida Dati. Alors c'est important de savoir qu'on peut aller très haut, mais il n'y a pas de recette pour être ministre de la Justice. Sinon je le serais, ou on le serait tous autour de la table. C'est des coups de chance. C'est comme j'ai refusé des femmes polytechniciennes. J'ai refusé des profs d'université parce que c'est des parcours exceptionnels. Même moi, si on m'explique comment on fait Polytechnique, je sais pas faire. Donc voilà, c'est des exemples où si tu travailles bien, si tu te concentres, si tu fais ça et ça, il y a des chances que tu y arrives. Et c'était vraiment le truc le plus important. Alors, exactement. Le livre s'appelle l'accessibilité est très importante. Femme musulmane cadre, une intégration à la française. C'est le livre donc de Arnaud Lacheret qui est avec nous ici sur France Maghreb 2. On va continuer d'en parler juste après une petite pause avec Soraya Rachedi et aussi nos trois loups qui sont avec nous, Tarek Mami, Gala Labina et Farid Tabsamani. Oui, ils sont toujours là. Oui, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Restez avec nous sur France Maghreb 2. C'est le LGF, émission de référence. Un livre absolument à se procurer. On est d'accord, Soraya? Ah oui, bien sûr. Et à lire. À tout de suite.
Le LGF sur France Maghreb 2, de retour avec notre invité Arnaud Lacheret qui est avec nous. D'ailleurs, monsieur Lacheret, est-ce que vous avez signifié dans le livre comment est née l'idée de ce livre? Vous l'avez dit, indiqué dans le livre ou pas? Oui, bien sûr, je l'ai indiqué, mais je me rappelais plus si c'était vous ou si c'était Gamal. En fait, après réflexion, maintenant sur le statut. Voilà, maintenant que je vous revois, je crois que c'est Gamal, et en fait, je dis que c'est vous dans le livre. Voilà, oui, c'est pas grave, c'est pareil. C'est la radio. Alors Soraya, tu as lu le livre. Je crois que tu as encore quelques remarques avant que notre ami Farid, Tarek et Gamal puissent poser leurs questions. À un débat passionné et passionnant. Et du coup, je vais le relancer juste avec. Non mais c'est intéressant parce que voilà, je pense qu'il voulait répondre et j'avais des éléments de réponse vu que j'ai lu le livre, mais on n'a pas parlé. On va réserver ça à l'antenne. Vas-y Soraya, ta question. En fait, dans le livre, Arnaud Lacheret parle de codes, de symboles et de valeurs qui ne sont pas retransmis par les parents immigrés, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire quand on vient d'un pays, on n'a pas les codes, les valeurs et toute la symbolique du pays, donc on ne peut pas retransmettre ça à nos propres enfants, à leurs propres enfants. Et donc, je voulais demander à Arnaud Lacheret qu'est-ce qu'il entend concrètement dans la vie quotidienne par code, symbole et valeurs, et en quoi cela peut freiner l'évolution de carrière et autres de ces... C'est une vraie question, ça, ma Soraya. Alors, j'espère juste que je ne vais pas me faire étriper ici, mais disons que... En France, on a choisi dans les années 80 de mal comprendre le message, notamment de la communauté maghrébine après notamment les grèves chez Peugeot et Talbot et après la marche des beurs entre guillemets. Si je schématise rapidement. La marche pour l'égalité des droits, exactement, transformée par les médias. En marche des beurs. Vous avez raison. Non, c'est ma faute. J'aurais dû donner le... Faites gaffe, vous êtes surveillé de près ici. Très rapidement, pardon. Non, mais on a mal compris le message. Comme quoi les petites radios parfois peuvent... Exactement. Dans le prochain livre, ça va la très grande radio. Allez-y, monsieur Lacheret, allez-y. Ne vous laissez pas impressionner. Petite radio communautaire, c'est ce que j'avais écrit en plus. Donc, pour être plus clair, on a mal compris ce message qui était d'abord une demande de droit à l'indifférence, c'est-à-dire qu'il voulait devenir transparent, devenir des Français comme tout le monde. Oui, on a quelques petites différences. On voudrait une 5e semaine de congé pour pouvoir partir au bled plus longtemps quand on repart en Algérie, mais ça veut pas dire qu'on veut être différent. Et le PS, alors pour le coup c'était eux qui étaient au pouvoir, mais la droite n'a pas changé grand-chose, c'est dit ok, donc ils veulent être différents, donc on va tout organiser autour de les ramener à leurs origines et plus leur expliquer ce que vous devez faire pour être français entre guillemets. Attention, je sais pas. Et on a complètement arrêté ce discours complètement. L'alternance n'a rien changé à droite. On ne dit plus aux gens qui arrivent en France, voilà ce que vous devez faire pour devenir français. Mais est-ce qu'ils savent? Et je pense qu'ils ne le savent pas. C'est quelque chose qui est normalement transmis par les parents, par l'entourage, par l'État. Et là, aujourd'hui, l'État, aller dans un quartier, c'est très simple. Mes enfants, quand j'habitais à Villeurbanne, étaient en REP+. Donc vraiment, c'était le truc un petit peu... la première chose qu'on demande aux enfants, tu t'appelles Mohamed, tu viens de quel pays? En fait, moi, mes parents, ils sont nés en France. Donc oui, mais tu viens d'Algérie. Comment on dit bonjour en Algérie? Alors, on va mettre le drapeau. Et toi, Mamadou, tu viens de... c'est plein de bienveillance. Alors, le problème, c'est que ces gens-là veulent bien faire. Ils veulent très bien faire. Et on ramène systématiquement le gamin, mais de la 3e génération, en plus maintenant, à ses origines fictives ou réelles, alors qu'il n'a pas besoin de ça. Globalement, il peut demander à son grand-père, il peut demander à ses parents, et ça se fait tout le temps. Les Italiens, les Portugais, etc., on n'a pas fait ça, et pourtant, ils retournent au pays, ils construisent une maison. Et vous avez l'exemple d'une entretenue dans votre livre, qui parle de son fils, il me semble. C'est ça, tout à fait. Et j'en ai une, mais alors c'est terrible, parce qu'elle est adjointe au maire d'une très grande ville en France, importante, de gauche, voilà. Et elle me dit, moi, ce qui m'ennuie, c'est que, j'ai fait l'effort. J'ai 48 ans. Non, quelqu'un de gauche, mais bien. Quelqu'un qui a 48 ans, etc. Et elle me dit, moi, ce qui m'emmerde, c'est que maintenant, mes enfants, ils sont au collège, et ils rentrent, ils font, maman, on est algérien. Putain, mais non. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est que l'Algérie, vous demandez à papy, on vous y emmène, vous verrez ce que c'est de là que vous venez, c'est bien. Mais je me suis battu pendant 48 ans, depuis que je suis gamin, justement. Mes parents m'ont poussé pour ça. Je suis française, je suis même élu de la République, voilà. Et c'est extrêmement compliqué parce que ils reviennent de l'école, c'est pas leurs petits camarades qui leur disent. Alors évidemment, mais c'est davantage, on les renvoie à ça parce qu'au nom de la diversité, c'est super la diversité, j'ai rien contre. Sauf qu'on a dévoyé ça en disant c'est bien, on est tous divers, on est tous différents et on va tous se mettre dans notre petite case. À la fin, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, alors des questions qui vont vous être posées, j'en ai une particulièrement et ça sera ma dernière en ce qui me concerne.
Est-ce qu'il y a un parcours d'une femme que vous avez interrogé dans votre livre, qui s'appelle, je le rappelle, Femme musulmane cadre, une intégration à la française, qui vous a marqué plus que d'autres? Sans dire qui, mais juste, voilà, est-ce qu'il y a un parcours atypique ou une femme qui vous a surpris? Alors je pense que c'est la seule que j'aurais pas dû inclure en fait, qui est devenue journaliste télévisée d'assez haut niveau. Ouais. Malheureusement je peux pas la citer. Hein. Sonia Mabrouk. Non, quand même. Alors elle se déteste, elle la déteste. Pour être très clair, elle m'a dit non mais voilà, j'ai mangé avec elle. Forcément là, je suis parisien pour 2 semaines, donc j'ai déjeuné avec toutes les Parisiennes que j'ai vues. Elle peut pas l'encadrer. Mais bon, peu importe. Oui, tout le monde sait qui c'est. Enfin, oui, bon, on s'en fout. Laissez la surprise. C'est l'ancienne de TF1. On s'en fiche. Peu importe. Oui, c'est l'ancienne de TF1. Oui, mais voilà. Mais j'ai beaucoup admiré son parcours et notamment la façon dont elle a su respecter toute la tradition familiale, etc. En ayant un mari qui est de la bonne bourgeoisie parisienne, en réussissant à faire un petit simulacre de conversion histoire que le papa soit pas trop, etc. Mais le plus beau moment et qu'elle me raconte avec les larmes aux yeux, c'était vraiment un beau moment, c'est l'enterrement de son père. Donc son père décède, il est enterré dans son village en Kabylie, dans les collines, dans les montagnes, je ne sais où. Et donc il y a une tradition là-bas qui est les femmes veillent le corps et c'est les hommes qui vont l'enterrer. Oui. Et elle dit, franchement, moi ça m'embête, je voudrais aller enterrer mon père. Et là, sa mère qui est là, mais comment tu peux, ma fille, ses sœurs, pareil, etc. Et c'est son oncle, donc le frère de son père, qui est resté au village, qui dit, écoute, on s'est réunis, on a discuté de ça, et effectivement, on t'a vu à la télé, t'as réussi, et ton père nous a dit que il y avait des chances que tu sois comme ça. Avant qu'il décède, il nous a dit, bon, il y a peut-être des chances que donc on va t'autoriser à le faire. Et donc, s'il y a des femmes qui veulent venir avec nous, vous pouvez aller faire ça. Ça, c'est énorme, parce que, y compris le père, après son décès, a réussi à imposer un changement d'une tradition qui était immuable, qui paraissait impossible à changer, le mot est exact, dans le village natal. J'en profite pour rebondir sur ça. Dans le livre, vous parlez de patriarcat et de matriarcat. Et vous dites à très juste titre, il me semble que ce sont les femmes qui maintiennent ce système et qui reproduisent en éduquant les filles et les garçons, en faisant le garçon le petit prince et la fille celle qui doit être juste une femme. Ouais, mais là je pense que et les auditeurs et vous-même vous le savez déjà. Enfin, c'est pas quelque chose que c'est quelque chose que j'apprends aux lecteurs qui n'ont pas ce. Mais on a souvent tendance à mettre la focale justement sur le père et le frère. La grosse figure du patriarcat et on oublie souvent, à mon sens, les mères et toutes les tantes. La tradition est reproduite par les femmes, mais j'avais démontré ça également en Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'à un moment c'est le père qui décide de, allez, on va baisser d'un cran, on va s'ouvrir un peu et le reste de la famille suit et souvent la résistance vient de la mère, qui dit mais on peut pas faire ça. Et là pour cette histoire d'enterrement c'était ça, c'est sa mère qui fait un scandale, mais non tu peux pas, machin, tu vas. Et c'est l'oncle qui dit non. Allez, ok. Donc le parcours à découvrir dans le livre qui s'appelle, je le rappelle, Femme musulmane cadre, une intégration à la française. Question d'Abina pour Arnaud Lacheret. Bon, déjà, je remercie qu'il soit venu à nouveau à la suite de la discussion que nous avions eue la dernière fois. J'apprécie beaucoup le fait de comparer la France à l'Arabie. Et la muse de ce livre. Non, n'exagérons pas. Juste un atome déclenchant. Après le reste, le travail, il est allez, vite, on n'a pas le temps là, allez-y. Donc très rapidement par rapport à ça, merci pour l'appréciation de la progression des femmes en Arabie par rapport à la France. On imagine que l'Arabie n'est pas le pays le plus progressiste, mais de ce point de vue-là, oui. Ensuite, oui, c'est vrai qu'il faut rappeler, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le fait que le patriarcat est un matriarcat en vérité. C'est les femmes qui pérennisent ces traditions et qui les maintiennent bec et ongle. J'ai eu, à titre personnel, dans les années 70, on a perdu notre sœur, et ma mère est allée en Algérie. Et ils l'ont autorisé immédiatement, les hommes, on parle bien des hommes, c'est vrai, ils l'ont autorisé à venir à l'enterrement parce que la tradition musulmane dit qu'une femme doit attendre 40 jours avant d'aller sur la tombe. Donc c'est une tradition qui est dure. Qui est complètement discutable, islamiquement parlant. On est d'accord. Ça dépend des interprétations. Dans beaucoup de pays, elles vont le lendemain matin à l'aube assister. En règle générale, c'est ce qui est retenu et c'est une tradition plus qu'une réalité religieuse, mais ça c'est un autre débat. Donc par rapport à ces questions, effectivement, moi là où je vous félicite, c'est une approche intéressante sur les femmes. Donc c'est pas une question en fait. Non, j'arrive à la question. Là où je vous félicite, c'est cette approche intéressante sur les femmes, et vous avez le courage de le faire parce que dans une atmosphère un peu nauséabonde, on a du mal. En revanche, il serait pas inintéressant, peut-être que ça va être un facteur déclenchant, que vous ayez la même approche sur les hommes, parce qu'il faut savoir que les femmes en France ne sont pas traitées de la même façon que les hommes. Je m'explique. Les femmes sont racisées comme des, le terme est très violent, beurettes. Donc il y a le rapport séduction-haine, alors que chez les hommes il n'y a pas de beurette, il n'y a pas de beurre, il y a juste l'arabe dont on ne veut pas. Et nous avons donc une progression sociale, je parle des hommes, indépendamment du caractère, on est des rois dans la famille et la petite délinquance, qui est freinée systématiquement dans le système scolaire que j'appelle un système carcéral, par rapport au système mis en place. Alors je m'explique très rapidement, c'est quoi ? C'est que lorsque nous,
en 5e, 4e, 3e, on arrive devant un conseiller avec un 12, note égale à Benoît ou Bertrand, on nous conseille de pas aller au-delà parce que, et je cite exactement les termes, il y a un fossé entre la 5e et la 4e. Votre fils ne suivra pas. Et si nos parents ne sont pas assez solides pour se battre, eh ben ils se font avoir et on est orienté. Je connais des personnes qui désorientées en l'occurrence. Désorientées. Je connais une personne qui dessinait remarquablement de la bande dessinée qu'on a orientée en dessin industriel. Donc c'est un sabotage organisé pour des raisons qui sont deux choses. La question sociale, effectivement, des enfants pauvres et fils d'ouvriers, et on veut reproduire le fils ouvrier en tant que fils ouvrier, et la question raciale, ce fils ouvrier a des parents qui ne savent pas lire et écrire, donc il ne pourra pas faire d'études supérieures. Et ça, ces questions-là devraient être abordées à mon avis, mais vous n'auriez peut-être pas les mêmes résultats en termes de progression. Mais c'est tout à fait ça. En fait, oui. D'ailleurs, c'est le prochain livre. Est-ce que vous allez écrire ce livre? Le prochain livre parlera de ça. Je prendrai juste un échantillon un peu plus jeune. C'est-à-dire, je prendrai les 25-35 parce que pour plein de raisons. Mais ça, je l'expliquerai que l'an prochain quand je viendrai pour le défendre. C'est ça. Mais oui, globalement, j'en parlais ce matin. Dans la grande radio. Ce matin, j'en parlais à un grand journal puisque c'était Le Monde qui m'interrogeait. Ils m'ont fait une page sur le précédent quand même. Donc là, ils vont me refaire une page sur ce sujet-là. C'est le même journaliste. Et à moi, il me dit, est-ce que vous pensez pas que la femme justement maghrébine elle est un peu fantasmée, et c'est pas faux. Quand j'ai mené mes entretiens, c'était par Zoom. Moi, j'habite pas ici, mais on se voyait et inconsciemment, en tant qu'homme, il y a un rapport de séduction. J'ai le même âge qu'elle globalement, donc il y avait ça. Et puis ça se voit pas, mais je suis beau gosse. L'année prochaine, on mettra la télé à la France. De manière, et par contre, ce qui me dit, l'homme est davantage, alors pour plein de raisons, dont la délinquance, dont plein de choses, vécu comme un soldat, comme un envahisseur. Et donc, même inconsciemment, j'ai commencé à tester ça, justement, le même questionnaire que j'ai adapté pour les hommes avec mes anciens étudiants. C'est-à-dire que des gamins qui, il y a 10 ans, ils avaient 20 ans, maintenant ils en ont 30, ils bossent à la défense, dans des postes, voilà. Et allez, venez, Arnaud, on va boire une bière, machin, c'est bon, on se voit à la défense tranquillement. Et dans la conversation, je lâche 2-3 questions un petit peu difficiles. Et on les sent qu'ils se braquent. On sent qu'ils se braquent tout de suite parce que, et c'est moi, ça, je pense que ça vient d'eux, bien sûr, mais ça vient de moi aussi. C'est-à-dire que je pense que je ne pose pas la question de la même façon et ils le sentent comme une agression. Et à mon avis, c'est moi qui dois mal le faire, donc je pense qu'il faudra que je demande à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui leur ressemble peut-être davantage, de poser ces questions à ma place. Après, je regarderai, mais on comparera. Quand c'est moi, l'homme blanc, qui pose la question, ou quand c'est une femme qui leur ressemble, à peu près de leur génération, qui pose la même question. D'accord. Voilà. Bon, alors Tariq m'a mis une question à Monsieur Lacheret. Alors moi j'aurais 2 observations et une question à laquelle je ne demande pas de réponse. Si vous pouvez faire plus court que Abina, ça m'arrange. Oui, c'est pour ça. Alors d'abord, moi j'incite à la lecture de ce livre Femmes musulmanes, cadre et une intégration à la française pour une raison, une seule, parce que je viens juste d'avoir le livre et pas la totalité. Pour la page 32 et le tableau synthétique qui explique qui est qui. Et je pense que quand on aime lire et quand on aime la sociologie, cette page résume quelque part, non pas le résultat du livre, mais les préoccupations intellectuelles posées, puisqu'on a quelque chose qui me tient à cœur, le statut marital, marié, pas marié, divorcé, lesbienne et autres. Or, aujourd'hui, dans cette communauté, et le cofondateur de la radio, Brahim Hasmaï, dont vous voyez le nom ici, on avait une préoccupation qu'on appelait à l'époque le droit à l'amour, et on constatait qu'à un certain moment, la vitesse de la progression des études des filles allait plus vite que les garçons, et que les filles se trouvaient dans un piège, entre guillemets, parce qu'elles voudraient se marier dans la communauté, mais qu'elles ne trouvent pas en face des garçons à même niveau intellectuel. Elles trouvent par contre une entente totale avec d'autres dans les autres communautés, avec le frein religieux qui les oblige à réfléchir sur eux-mêmes, d'où les fausses conversions et tout ça. Et rien que cette page, pour moi, je peux pas me dire je vous félicite. La sociologie qualitative. Voilà, je vous remercie pour cette page. Pour cette remarque pertinente. Ah oui, et ça c'est de la lecture. La deuxième, qui est aussi une observation, après j'aurai une question, c'est que vous êtes aujourd'hui à France Maghreb 2, mais vous êtes aussi chroniqueur dans un journal Sharq al-Awsat, qui est donc le journal capitalistique de l'Arabie Saoudite, mais aussi intervenant à I24 News, la chaîne israélienne. Ça veut dire que vous brassez aujourd'hui des milieux culturel, voire spirituel très large, ce qui vous permet d'avoir un regard, je dirais pas hautain, mais
qui viennent d'en haut, c'est-à-dire que vous pouvez vous extrapoler des appartenances pour faire l'analyse. Et la question qui arrive juste après la pub. Très vite. Juste après la pub, mon cher Tarek. Oui. Non, mais je la pose pour qu'il puisse réfléchir. Mais là, j'ai la pub, moi. Allez-y. Je vous dis, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Question de Tarek Pami et de Farid Tamsamani dans un instant pour finir avec notre invité Arnaud Lacheret qui est venu nous présenter son livre Femmes musulmanes, cadre, une intégration à la française. À tout de suite. Les Arabes Oui, un peu, ouais. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Et après les observations de Tarek Pami, la question de Tarek Pami à monsieur Arnaud Lacheret, ici présent sur France Maghreb 2, venu nous présenter son livre, je vous rappelle, absolument à se procurer, Femmes musulmanes, cadre, une intégration à la française. Tarek, question. Alors, question courte, toujours sur cette page 32, le choix de ces personnes, il y en a une trentaine, il y a en gros une quinzaine de femmes d'origine algérienne, 1 ou 2 étages, une petite dizaine du Maroc et 3 de la Tunisie. Donc il n'y a pas de Mauritanienne, il n'y a pas de Libyenne. Comment s'est fait le choix ? Alors, le choix, il s'est fait vraiment au hasard pour le coup, et ça tombe bien parce que ça représente à peu près la proportion d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens. Vous l'avez cité, à quelques pourcents près, on y est. Donc j'ai eu de la chance, mais vraiment c'était complètement au hasard. Comme j'habite pas en France, je l'ai fait par les réseaux sociaux, c'était très bête. Donc cet échantillon a un biais, un vrai biais, c'est qu'il est un peu politisé, mais j'ai fait exprès de prendre des gens de gauche, parce que moi je suis plutôt de droite, entre guillemets, j'ai toujours travaillé pour des gens de droite, donc je préférais prendre des gens qui n'allaient pas penser comme moi, au moins j'étais sûr de pas moi-même me faire avoir. Et l'autre, c'est un échantillon qui est un peu lyonnais, parce que je viens de Lyon, donc mon réseau un peu élargi était lyonnais. Donc il y a quasiment autant de Lyonnais que de Parisiens, mais j'en ai qui viennent de Strasbourg, de Nantes, etc. Voilà globalement comment j'ai fait, vraiment les réseaux sociaux... des annonces, voilà. Si vous correspondez à ça, contactez-moi. Puis ensuite, j'ai vu. C'est fait ensuite. Voilà le parcours de ces femmes. Tamsamani Farid. Question à Arnaud Lacheret. Tu as été très silencieux, mon Farid. Ah non, j'écoutais avec attention. On a 2 oreilles et une langue. Faut savoir servir des oreilles avant de servir sa langue. Moi, je suis très content déjà, premièrement, quand il y a de la production sur ces sujets-là, parce que très souvent, en fait, il est très facile de formuler des critiques, voire même des avis parfois. Et en fait, quand il y a de la production, moi, je trouve que c'est toujours très bien. Bon, il y a un sujet, moi, qui m'intéresse un peu, on va dire, la suite un peu si je peux me permettre, de ce type d'ouvrage. Moi, je travaille beaucoup j'essaye de travailler sur ce qu'on appelle le plafond de verre. Le plafond de verre qui est pour moi, en vérité, est beaucoup plus symbolique sur l'évolution malheureuse, ou en tout cas de la discrimination. Et donc ma question, elle est toute simple, c'est est-ce que dans vos travaux, ou est-ce que à l'avenir, vous comptez travailler justement, d'un point de vue purement scientifique, justement, sur ce plafond de verre ? Le livre en parle de ce plafond de verre, et moi mon but c'est de trouver comment ensuite on passe vraiment au niveau au-dessus. C'est-à-dire que là globalement elles ont toutes atteint ce plafond de verre. Elles ont entre 30 et 50 ans. Donc, est-ce que la prochaine étape, est-ce que dans 10 ans, elles vont réussir à le briser ? C'est-à-dire qu'elles ont une carrière normale, en fait, globalement. C'est la carrière que vous et moi, on pourrait avoir si on avait globalement le même vécu. Donc, elles ont bien réussi. Celle qui est, par exemple, la directrice d'agence de la BNP, une grosse agence parisienne, est-ce qu'elle va passer à l'échelon exécutif ? Voilà. Et c'est là que la différence se fait. Et c'est là que c'est là qu'on touche directement le plafond de verre. Est-ce que l'adjointe au maire de cette grande ville, elle a une chance un jour de devenir maire de cette grande ville ? Ouais. Et si je peux me permettre de poser une autre question ? Vas-y, rapide. En fait, est-ce que vous avez fait une extrapolation scientifique de qu'est-ce que ça représentait globalement, même si c'est pas complètement vrai, parce que les statistiques ethniques n'existant pas, sur ce que véritablement est la population en France de ces personnes issues de l'immigration ou enfants d'immigrés? Alors je le mets dans l'introduction, en fait, ces statistiques, elles n'existent pas exactement, mais on les trouve. Vraiment, l'INED l'a fait. Et c'est là, et c'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à faire le bouquin suite à votre remarque. Ouais, suite à votre remarque, c'est que je me suis aperçu que si on prend diplôme de l'enseignement supérieur, pourcentage de titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et pourcentage de cadres, on s'aperçoit que les hommes et les femmes de la deuxième génération se rapprochent vraiment sensiblement de ce qu'on appelle la population majoritaire. Autrement dit, les blancs. Si on regarde, l'INED a fait en sorte qu'à la fin il n'y ait plus que des blancs là-dedans. Donc on est vraiment sur une courbe qui se rapproche
rapproche. Et le vrai problème, c'est que ces gens-là, comme ils deviennent à peu près invisibles, à part autour de ce plateau, personne ne leur donne la parole. Donc on s'en rend pas compte. La directrice de la BNP, vous allez pas voir qu'elle s'appelle Farida. Vous allez surtout la voir parce que vous avez 300 000 euros pour acheter votre maison et qu'elle a prêt. Donc vous allez lui montrer vos feuilles de paye et vous n'allez même pas vous rendre compte de son histoire, de ce qu'elle a fait pour en arriver là. La psychologue, elle a fait un outing. Elle l'a mis sur Facebook. Elle était dedans. Elle était très fière. Donc il n'y a pas de problème. Je peux te dire. Swad, que vous allez voir à Lyon, vous allez lui emmener vos gosses pour savoir s'ils peuvent sauter une classe. Ou celui-là, est-ce qu'il est un peu autiste ou je ne sais quoi. Vous n'allez pas regarder qu'elle s'appelle Swad. C'est pas, elle est place Bellecour à Lyon. Donc autant dire c'est au centre-ville. Voilà. Et donc ces gens qui sont complètement invisibilisés, on les voit pas. Et par contre, sur lesquels on insiste, sur ceux dont vous avez parlé avant pendant l'émission et où je me suis régalé de vos remarques, c'est ceux justement qui comme c'est horrible ce que je veux dire. Voilà, exactement. On se concentre beaucoup plus sur l'arbre qui tombe. On se concentre aussi sur ceux qui dérapent beaucoup plus gravement. Sur ceux qui se mettent à se radicaliser, etc. Alors qu'on n'observe pas que, globalement, à conditions sociales égales, je l'ai écrit d'ailleurs, les Portugais et les Algériens les parents arrivent dans la même condition. Ils ont très peu de différence. Leurs enfants sont également dans la même condition sociale et le même niveau de diplôme. Les Italiens espagnols et les Tunisiens marocains arrivent également un petit niveau au-dessus des Algériens en France. Et aujourd'hui, donc 20 ans après, leurs enfants sont également au même niveau. Autrement dit, il n'y a pas de différence sensible en termes d'accès à l'enseignement supérieur et d'accès au poste d'encadrement. Le problème, c'est plutôt au bas de l'échelle, entre guillemets, qui se pose, parce que c'est là qu'on insiste énormément sur le problème, qui est davantage lié au social. Honnêtement, vous remplacez tous ces gens par des bons petits blancs. J'imagine que, en termes de délinquance, etc., vous leur donnez accès à des filières de drogue, etc., ce sera exactement la même chose. Il n'y a pas un caractère naturel du Maghrébin à devenir délinquant. Donc, globalement, le problème, c'est que comme la grande majorité de ceux qui habitent dans les quartiers sont des Maghrébins, non, c'est pas vrai en plus, sont d'origine étrangère, parce que c'est plus le cas, on observe ce phénomène. Il y a un effet de loupe qui est terrible et sur lequel surfe en ce moment, notamment Éric Zemmour, je partage des choses qui ont été dites et d'autres qui n'ont pas été dites, mais peut-être que je suis professeur de sciences politiques, donc je vais pas m'amuser. Qui suis-je pour commenter l'actualité électorale, évidemment. Merci beaucoup Arnaud Lacheret. On n'a plus le temps. Alors, je vous conseille de lire. Il y a le Monde qui publie depuis un moment un titre qui s'appelle Fragment, et on en a fait un sur les avocats, et on voit que les femmes avocates d'origine maghrébine tiennent plus que les garçons qui ont le même diplôme. On entend avocats qui partent au bout de 3 ans. Femmes musulmanes, cadre, une intégration à la française, c'est le livre de Arnaud Lacheret qu'il est venu nous présenter aujourd'hui. Rendez-vous l'année prochaine, alors, monsieur Lacheret. Bah oui, merci beaucoup. Et bon retour à Bahreïn alors. Merci beaucoup. Après-demain, très bien. Ça va vous changer au niveau météo déjà, rien que ça. Restez avec nous dans un instant. Un sujet difficile et lourd qu'on va devoir aborder en quelques minutes seulement. On va parler de la relation Algérie-Maroc. Avec cette question, Israël dans l'ombre ou pas? À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour les quelques minutes qui nous restent avec Soraya Rachedi, avec Gamal Abinaf, Farid Tamsamani, Tarek Mami, pour parler d'un sujet important, les amis. Entre l'Algérie et le Maroc, rien ne va plus. Ça, c'est pas un secret pour personne. Ça a monté d'une escalade avec 3 Algériens qui se sont retrouvés dans une explosion d'un camion. L'Algérie a accusé le Maroc d'être derrière cet assassinat de ces 3 Algériens. L'Algérie d'ailleurs qui a saisi l'ONU ainsi que différentes organisations hier. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, quand on fait un petit peu le recul de tout cela, et est-ce que finalement, Gamal Abina, Israël est dans l'ombre de tout cela et de cette détérioration des relations entre l'Algérie et le Maroc? Je crois que là, on est arrivé au summum. Enfin, j'espère qu'on est arrivé au summum, là, pour le coup. Il faudrait en reparler lundi parce que c'est un gros sujet. Oui, on en reparlera lundi, mais très rapidement pour répondre. Israël, il peut être derrière, il n'y a pas de problème. Ce serait pas la première fois. Historiquement, par exemple, la guerre en Irak, Israël a mis le paquet pour que les 2 pays se détruisent sans jamais que l'un l'emporte sur l'autre. C'est une stratégie de destruction des pays arabes qui a été mise en place par eux parce qu'ils ont un intérêt à cela, évidemment. Maintenant, de dire qu'Israël est derrière tout ça, ça voudrait dire qu'en 63, quand Hassan II attaque l'Algérie, Israël est derrière. Israël n'est pas derrière. Il va aider, il va faciliter, il va donner quelques conseils, mais l'initiative vient malheureusement des Arabes. Là, alors, faut être très clair.
il y a deux camions avec 3 morts qui sont constatés, les morts. On ne sait pas, on n'a pas encore l'enquête, on ne sait pas si c'est oui ou non les Marocains qui auraient fait ça. L'Algérie dit oui. Oui, l'Algérie dit oui, mais l'Algérie, elle est de son côté. Les Marocs disent non. Donc, le Marocain dit non, les Marocains n'ont pas répondu pour l'instant. Il n'y a pas de réponse officielle. Non, il n'y a pas de réponse officielle, mais dans tous les cas de figure, il y a un démenti plus ou moins officieux. Bon, c'est pas, oui. Dans tous les cas de figure, ce qui se passe, moi, j'ai envie de dire, moi, je rentre pas dans les pièges de la division, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un vrai problème entre l'Algérie et le Maroc, qui n'est pas d'hier. Effectivement, le Maroc, c'est pas un pouvoir unique, c'est pas le roi. Il y a d'autres mondes, il y a du monde autour de lui qu'on appelle le système Marzen, qui n'est pas forcément d'accord avec le roi. Ça, on ne le sait pas. Et effectivement, il y a des tensions violentes qui opposent l'Algérie et le Maroc sur 2 théâtres. Le premier, c'est que le Maroc, la situation économique est catastrophique. C'est pas dégradé, c'est catastrophique. Quand tu lis les Marocains en ce moment, oui, mais ils disent n'importe quoi, parce qu'ils veulent pas voir la vérité. Elle n'est pas catastrophique, au contraire. Elle est catastrophique au niveau macroéconomique. Moi, je connais quelqu'un qui est sur place actuellement, les restaurants sont vides, il n'y a pas d'activité économique, c'est très dur. Il y a le pass sanitaire là, qui est en train de... C'est pas le pass sanitaire qui a fait que ça s'est dégradé, c'est que malheureusement le Maroc, qui a menti comme tous les pays d'ailleurs sur le nombre de morts, aujourd'hui il accuse le coup. Il n'y a plus d'entrée d'argent des résidents marocains étrangers. Il n'y a plus d'entrée d'argent du tourisme depuis 2 ans. Il y a une désinvestissement massif là-bas parce que les gens sont inquiets. La plupart des résidents étrangers qui étaient là-bas, je parle des Européens, se sont barrés. Et j'en parle de sources sûres. Pourquoi je parle d'Israël? Parce que Israël, on le sait, Gamal, n'aime pas beaucoup l'Algérie. Mais évidemment. Voilà, la résistance algérienne lui pose problème. Évidemment, mais Israël n'aime pas l'Algérie. D'être avec le Maroc aujourd'hui installé, on peut le dire confortablement, ça peut être aussi un point de facilité pour Israël pour attaquer ou je vais te dire, atteindre le risque. Les Algériens parlent beaucoup de risques israéliens, je les comprends, parce que faire un traité de paix avec Israël contre la population marocaine, les Marocains ne sont pas d'accord avec ça. C'est une chose qui pose problème. Le PJD, par exemple, qui a été écarté du pouvoir, c'est parce que ce traité de paix posait problème. Mais par contre, on peut pas réduire le rapport Algérie-Maroc à Israël. Israël a un intérêt à cela, évidemment. Elle va encourager, elle va vendre des drones, elle va commencer à envoyer des conseillers militaires. On se rappelle du discours de l'ambassadeur, cet ahuri, cet imbécile qui dit que l'Algérie est proche de l'Iran. C'est la blague du siècle, je veux dire. L'Algérie s'est battue 10 ans contre les islamistes. Aujourd'hui, l'Algérie est en bon terme avec l'Iran parce que c'est des termes diplomatiques et économiques. Mais ils ne sont pas proches idéologiquement, c'est faux. Il nous resterait peu de temps, j'aimerais écouter un peu tout le monde sur le sujet. Lundi, si vous voulez. Farid. Oui. Sur cette situation qui monte d'un cran, on a l'impression que chaque jour il y a un nouvel épisode. Oui. Et que j'espère de tout cœur, en tout cas, qu'on a atteint le summum, là, le sommet. Non, je pense qu'on va clairement vers un conflit. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'aurais clairement parié sur le contraire. Maintenant, je pense que ces 2 pays n'ont absolument pas besoin d'Israël pour se foutre sur la gueule, objectivement parlant. Et parler d'Israël là-dedans, à part l'accord de paix, franchement, je vois pas le rapport. Ces trois civils algériens pour l'instant, puisqu'on connaît pas, on connaît l'identité. Ces 3 civils algériens, il y a de très grandes chances, effectivement, qu'ils aient été abattus par un drone. Je rappelle que les fournisseurs des drones pour l'État du Maroc sont 2 pays, qui s'appellent la Turquie et Israël, et que, à ma connaissance, puisque je connais un tout petit peu le monde de l'armement, les drones israéliens ne sont pas en action à l'heure où je parle. Voilà. Donc, ce sont des matériels turcs, qui plus est, à mon avis, également un allié. Donc le Maroc derrière, alors. Sur quoi? Sur l'envoi du drone en question. Bien sûr. C'est pas parce qu'il y a des Turcs que c'est les Turcs. Bien sûr. Attends, Farid, t'es en train de me dire que c'est le Maroc qui est bel et bien. Non, moi j'ai aucune information, mais il y a de très. Non mais ils ont été exécutés à quel endroit précisément? C'est sur une route qui mène en Mauritanie, c'est ça? C'est pas sur. Alors justement, il existe une route qui mène une route commerciale entre l'Algérie et la Mauritanie qui est connue, et cette route-là passe à un moment donné, à un tout petit moment, elle rentre dans ce qu'on appelle les 20% militaires du Polisario, c'est-à-dire dans le Sahara occidental. Les territoires non occupés. Les territoires, effectivement, qui ne sont pas occupés par le Maroc, mais qui sont un territoire où, au-delà de ces 3 civils algériens, qui régulièrement, le Maroc et le Polisario sont en affrontement. Donc, moi, je pense que si demain on apprenait que c'était l'État du Maroc qui a effectivement assassiné ces 3 personnes-là, je ne serais pas étonné. C'est ça que je veux dire par là. Maintenant, il y a certainement une raison militaire pourquoi ils ont déclenché cette chose-là, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que ces 3, encore une fois, tout ça c'est tellement frais qu'en fait, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont les véritables informations, donc il faut faire très attention. Mais il semblerait, je dis bien il semblerait, que les 3 camions et dévié de la route commerciale traditionnelle. Ce qui aurait pu amener, j'ai pas dit qu'ils avaient raison, ce qui aurait pu amener au déclenchement de cette frappe-là. Donc, c'est pour ça. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et c'est là qu'on peut revenir sur la situation globale diplomatique. Pour finir, quel type de conflit? Ce qui est très, très important, c'est que l'État algérien, par l'intermédiaire du président de la République, qui est quand même, c'est pas rien, s'est empressé
s'est empressé de tout de suite d'avoir une réaction forte, il n'y a pas de souci, très émotionnelle. Et ça, c'est très mauvais. Et ça, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'étape d'après, clairement, ça va être une sorte de conflit que je n'espère pas. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, Oui, mais je félicite Farid pour son courage. Tarek Mami. Alors, en deux questions. Oui. Où les Marocains ont tiré ce drone qui serait turc et doivent l'assumer et l'expliquer, soit par accident, soit pour des raisons militaires d'autodéfense. Ça avait été par accident, il l'aurait dit. Hein, non, mais il faut le dire. Oui. Quand c'est pas dit, ça permet toutes les interprétations. C'est ça le problème. Deux, effectivement. Oui, mais c'est tellement frais. Je veux dire. Non, mais dans les 24 heures, j'allais dire dans les 8 heures du moment où les Turcs ont abattu l'avion russe. Non, j'ai pas dit que c'était les Turcs, attention. Non, je donne un exemple. Nous respectons. Je vais vite. Quand les Turcs ont abattu l'avion russe, 4 heures après, ils ont dit c'est une erreur et ils ont reconnu. C'est vrai. Je m'en fous. Non, mais là, le Maroc ne le dit pas. Deuxième point, le Maroc et l'Algérie n'ont pas besoin d'Israël. Par contre, Israël est là pour remettre une couche et un petit peu d'huile sur le feu, y compris quand vous avez un ministre des Affaires étrangères israélien qui va à Rabat faire une déclaration contre l'Algérie. Qui ferme sa gueule. Il l'a fait dans son pays, c'est son droit, mais qu'il la fasse à Rabat et que le ministre des Affaires étrangères... Excusez-moi. Non, mais c'est l'escalade. C'est l'upgrade de la confrontation. Et je termine, quand le ministre des Affaires étrangères israélien dit cette phrase, le ministre des Affaires étrangères algérien doit intervenir, marocain doit intervenir pour lui dire, monsieur, pas maintenant. Ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Dernière chose, moi, ma crainte, effectivement, c'est un petit conflit. Vous êtes comme Farid, vous la craignez. Qui va devenir grand conflit. Et qu'on sera obligé, en fait, les deux pays, pour faire simple, utilisent cette histoire du Sahara pour masquer d'autres drames. Et si demain il y a une guerre ou une guerre entre les deux pays, on ne parlera plus de la question de Sahara, on enverra un envoyé international pour obtenir un cessez-le-feu entre l'Algérie et le Maroc. Et donc c'est une fuite en avant par les deux systèmes, par les deux régimes. Soraya, vas-y. J'ai cru lire que le Hezbollah soutenait le Polisario et que du coup... Non mais c'est ça, soutenait le Polisario et que du coup l'Algérie en soutenant l'Iran soutient l'Hezbollah, donc le Polisario. Et en fait c'est facilement explicable et c'est facilement manipulable, je pense. Mais t'as des craintes aussi par rapport à cela, Soraya, pour finir? Je suis pas aussi spécialiste sur ce sujet. T'as pas besoin d'être spécialiste, ça va. Mais c'est vrai que c'est pas joyeux quand on entend ça et c'est terriblement triste parce que les peuples en souffrent en premier en fait. Et c'est vrai qu'on risque ça risque d'avoir des conséquences. Sur ma toute dernière question ici en France, s'il y a une éventuelle, ce qu'on n'espère pas, est-ce que j'espère pas, et vraiment j'espère que ça va s'arranger rapide. Il y aura pas de conséquences ici en France. Le patriotisme, le nationalisme des deux côtés d'ailleurs, pour le coup. Il n'y aura rien du tout. Parce qu'il y a une telle solidarité interne entre franco-algériens, leurs intérêts immédiats sont supérieurs à ces batailles. Ça sera sur les réseaux sociaux, ça sera dans quelques SMS, mais sur le terrain, on ira la semaine prochaine à Mantes-la-Jolie avec notre ami Farid, ou à Meaux ou ailleurs, là où les deux communautés vivent ensemble, et vous verrez que les gens continueront à s'embrasser, si je peux me dire, il n'y a aucun problème. Et surtout, on pourra aller à partir de vendredi prochain dans les différentes mosquées dites algériennes et marocaines, vous n'aurez aucun incident, à mon sens, sauf quelques provocateurs. C'est quelques provocateurs. Ça c'est bien dit, Farid, ça les concerne pas. En fait. Ils ne sont pas concernés, et j'ai envie de dire tant mieux. Merci à tous, en tout cas, vous avez été plus ou moins sages, ça s'est bien passé. On en reparlera lundi, c'est important, parce qu'il risque de se passer des choses, évidemment, et on risque d'apprendre des choses durant le week-end. Voilà, ça monte d'un cran, c'est vraiment très déplorable, évidemment, et très regrettable. Et il faut essayer d'analyser cela de manière dépassionnée et d'être le plus objectif possible. On sait que c'est pas facile, hein, quand on est peut-être marocain ou algérien, mais il faut savoir retrouver la raison, c'est important. Et l'union doit faire la force dans cette histoire. Je vous rappelle que nous sommes sur France Maghreb et que les problèmes qui nous préoccupent, ce sont les problèmes d'ici, pas les problèmes de là-bas, encore une fois. Oui, mais il ne faut pas les occulter non plus. Non, on ne les occulte pas, mais je veux dire que ceux-là... Il y a Maghreb dans France Maghreb. Non, mais voilà, ici... C'est vrai, pas de remarque de Soraya, il y a Maghreb dans France Maghreb. Et il y a même deux d'ailleurs. Voilà. On ne sait pas ce qu'il vient foutre là, le 2, mais il est là. C'est parce qu'il y a deux fondateurs. Non, 2 c'est pour la pub. Non, il a raison. 2 fondateurs. Tarek, c'est bon, vous avez la réponse à votre question parce qu'il y a 2 fondateurs. France Maghreb, 2. Bonne soirée pour week-end. Merci de rester avec nous dans un instant. Samir Abstam pour parler islam. Merci mon Farid. Merci Gamal. À lundi mon Gamal. Alors juste pour le truc, on est en train de préparer. Je sais pas quel est le jour qui va vous aller mieux le soir. On va faire un dîner pour Ibrahim la semaine prochaine. Et je suis en train de voir. Oui.
Alors c'est pour ça, donnez-moi vos... Oui, bah on va faire ça en antenne si vous voulez bien. Merci, ma soirée. Pourquoi on était encore à l'antenne? Bah oui, absolument. Salut à tous, rendez-vous lundi sur France Maghreb 2. Et demain, pour le best-of, à partir de 18h, restez avec nous. Bonne soirée sur France Maghreb 2. Il est 18h et un petit peu passé, voici le journal des RFI.